Oh my God, why I'm speaking English? Bro, I'm so used to speaking English with you. Je suis même pas surpris, hein. Donc, bro, that's the power of having this credit. Donc, je disais, c'est super de t'avoir ici parce que pour diverses raisons. Déjà, tu es un ami de Trollington. Je suis l'un des fondateurs de Galcinéa et qui, je pense, aujourd'hui est l'une des organisations les plus reconnues d'IA avec un travail phénoménal ces dernières années en termes de promotion, de popularisation, de construction de communautés autour de ces technologies et comment on peut capitaliser dessus, surtout dans notre contexte local qui est assez important. Historiquement, on est toujours très en retard par rapport aux technologies en termes d'adoption. Et espérons que cette technologie ne sera pas le cas. Et ça fait plaisir de voir en fait aujourd'hui Gas AI dans lequel que tu as cofondé. Aujourd'hui, tout le travail est fait. Donc, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, l'idée de l'AI Impact Series, c'est de pouvoir, on aborde 3 catégories de thématiques. C'est des thématiques comment l'utilisation de l'IA d'un point de vue organisationnel pour les entreprises, d'un point de vue sociétal. Et quels sont les impacts? Comment aujourd'hui cette nouvelle technologie impacte, influence notre manière de travailler, comment on construit des business, comment on fait les opérations de ces business-là, et aussi d'un point de vue sociétal, comment ça impacte la société. Et c'est ces thématiques-là qu'on essaie de discuter avec des experts comme toi dans le sujet. Je pense que c'est très difficile de trouver un plus grand expert dans le domaine que toi, qui a été précurseur de gaz NEL. Merci beaucoup d'être là. Je te laisse te présenter vraiment et après, on va parler du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est le domaine du software, le développement logiciel et la rencontre du développement logiciel et l'IA, qui est, je pense, un sujet très intéressant, très hot, avec les dernières technologies, les copilotes, etc. Donc, ouais, je te laisse te présenter et welcome again. Merci Moustapha, ça fait vraiment plaisir comme tu as dit, hein. Je pense que notre histoire est très fascinante. Ça doit faire aujourd'hui peut-être 14 ans 14 ou 12 ans ou 13 ans en tout cas qu'on partage des passions ensemble. L'anglais, le software, l'entrepreneuriat, bref, on va pas faire toute l'histoire ici, mais moi personnellement, à chaque fois qu'on se rencontre, que ça soit en présentiel ou en ligne, je suis extrêmement ému, content et très fier de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'informatique, de la technologie au Sénégal et de le voir au centre de tout ça. Donc, merci pour cette invitation. Moi, personnellement, je suis très, très content d'être là. Je vais juste essayer un peu de te surveiller, de ne pas parler anglais de temps en temps, parce que je sais que tu es très habitué à parler anglais avec moi, mais aujourd'hui, on va essayer de parler que du français et de rester dans le sujet. C'est normal, Donc, c'est toi qui m'as juste... initié. C'est normal, Yeah, go ahead. Non, mais oui, je pense que ça va être difficile, même dans le cadre de l'intelligence artificielle, de la technologie, de parler sans pour autant parler un peu d'anglais parce que c'est un domaine assez anglophone. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire à toutes les personnes qui vont nous écouter, voilà, l'une des skills les plus importants, c'est de comprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui, toute la documentation, les grandes boîtes, etc., c'est en anglais. Donc, rapidement, juste pour une petite présentation. Donc, moi, je m'appelle Elias, je suis ingénieur logiciel. Je travaille ces temps-ci plus sur des sujets autour de l'intégration de données et des sujets de comment déplacer des masses de données d'un point A à un point B. Ici, point faisant référence à des systèmes informatiques et comment automatiser tout ça. On peut l'automatiser avec de l'IA, on peut l'automatiser aussi avec d'autres techniques. Mais oui, je suis plus sur cette partie automatisation et comment rendre l'expérience utilisateur en faisant de l'intégration de données plus facile. Donc, je travaille pour une organisation américaine qui s'appelle OpenFunction. Je suis quand même basé à Sali, mais l'organisation a déployé ses produits dans plus d'une cinquantaine de pays maintenant. Et c'est une très grande fierté de participer à cette mission-là. Donc voilà. Super. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Elias. Et c'est super aujourd'hui. Tu es là en tant que
membre fondateur de Galsen AI, aussi en tant que OpenFM, tu es un software ingénieur, je pense qu'il n'y a même pas plus besoin de présenter des choses dans la communauté tech. Et c'est Mhm. intéressant parce que ça va me permettre en termes de pouvoir avancer sur le début du sujet. Parce que ce qui est fascinant avec l'IA, c'est que, par exemple, tout à l'heure, tu disais, on se connaît depuis plus de 14 ans. Cette technologie n'existait pas encore. Je me rappelle quand tu apprenais de nouvelles langages. Je me rappelle quand tu me parlais de Go. Il y a plusieurs années de cela. Tu vois, quand ça venait de sortir comme un langage en software engineer. Aujourd'hui, on est en 2024, on parle d'IA, on parle de Copilot, de GitHub, de Microsoft Copilot, LED, on parle de Devin, Ledley Chat dernièrement. GPT, tout Et ça, il y a ouais. tout ce chat GTP, Claude, Mhm. etc. Donc, il y a tellement eu de changements qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une très grande influence, je peux dire, impact de l'IA dans le domaine du software, dans le domaine du développement logiciel. Euh, donc, déjà, pour toi, aujourd'hui, que dirais-tu et quel est l'impact, ou juste un bref aperçu de l'IA aujourd'hui dans son intégration au niveau comment dire, du génie logiciel, de par ton expérience, cette progression-là? Comment ça s'est passé? Comment tu le... Ouais, alors c'est une très bonne question. Moi, je pense que déjà, faut comprendre que l'IA a un gros problème, c'est que l'IA a été très mal introduit au grand public. Et quand je parle de grand public, je parle même pas des néophytes, hein, je parle aussi des gens qui sont dans l'industrie informatique, mais qui ne sont pas forcément des ingénieurs d'intelligence artificielle, qui étaient souvent des développeurs web, des développeurs mobiles, des ingénieurs réseau, etc. Et aussi le très grand public, c'est-à-dire les gens qui ne sont même pas dans l'industrie informatique. L'IA leur a été très mal présentée parce que nous tous, nous avons connu peut-être l'IA, bon, peut-être pas nous qui sommes dans le domaine, mais la plupart des gens, quand ils entendent parler de l'IA, ils pensent aux films, ils pensent à des Ouais, choses qui sont assez ouais. négatives. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, même pour les ingénieurs, l'IA est un problème pour eux. Mais ils essayent parfois de dire, oui, écoute, moi, je pense pas que l'IA va prendre mon boulot, ou bien si l'IA remplace un programmeur, c'est qu'il n'est pas un très bon programmeur, etc. Mais la vérité, c'est que ça stresse tout le monde, que ce soit les gens qui travaillent dans l'IA, que ce soit des gens qui ne sont pas du tout des gens qui travaillent dans l'IA, disons les gens qui travaillent dans les banques. Euh, on a vu le scandale, entre guillemets, de l'ingénieur Google qui a déclaré que l'IA avait était, comment ça s'appelle encore, était sentiente, je ne sais même pas comment traduire ça en français, mais voilà, on a vu cet Ouais, ingénieur que les gens ont ouais. taxé voilà, de quelqu'un qui délire, etc. Et pourtant, pourtant, c'est un très grand ingénieur à Google. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'adoption n'est pas facile parce que le problème, c'est que les gens n'ont pas confiance en IA. Les gens n'ont pas confiance en l'intelligence artificielle. Ils gardent toujours cette petite idée de ouais, mais je te fais pas trop confiance. Je sais pas qu'est-ce que tu fais avec mes données. Je sais pas qu'est-ce que tu feras dans 10 ans, etc. Donc, bien vrai que l'IA est là depuis très longtemps. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, l'IA, c'est beaucoup plus ancien même que les bases de données ou bien les langages de Ouais, programmation, bien en tout sûr. cas en recherche théorique, etc. Mais c'est vrai que depuis les années 2010 ou jusqu'à même les années 2015, jusqu'à maintenant, c'est là où on a vraiment le plus de résultats et de buzz et de produits qui sont autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même relativement récent. Les gens Ouais, ont commencé à penser à l'adoption dans des secteurs tels que l'ingénierie logicielle très récemment, avec peut-être l'arrivée de ouais, peut-être ChatGPT, mais jusqu'à l'avènement de ouais, DeepMind, là, avec, ouais, jusqu'à DeepMind ouais, avec AlphaGo, les gens ne pensaient pas. Les gens pensaient que bon, l'IA, c'est peut-être les joueurs, c'est peut-être les caissiers qui ouais. doivent s'inquiéter un peu, mais les ingénieurs logiciels étaient toujours en mode, ouais, mais bon, moi, je suis ingénieur logiciel, l'IA ne me fait pas peur. Mais avec l'arrivée de ChatGPT et tout ce que les gens font autour de Mais, GPT, les gens commencent à dire, ah, attention, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Peut-être qu'on n'est plus trop safe. Peut-être qu'on doit ouais. voir comment travailler avec ces outils-là. Peut-être qu'on doit tirer des opportunités et ne pas trop être négatif face à ces outils. Donc, les développeurs ont commencé à se poser des questions. Et juste pour terminer, quand on a lancé Galsen AI, moi, j'étais à la Sonatel, en mission à la Sonatel pour un cabinet de consultance. Ah ouais? J'ai fait 6 mois là-bas. Mais je te Uh-huh. dis, avec le lancement de Galsen AI, j'ai eu Mhm. des tensions au sein de mes équipes, des équipes dans lesquelles j'étais, parce que les gens disaient, ouais, mais
tu es là, tu perds beaucoup de temps avec l'IA, à vulgariser l'IA, mais c'est pas intéressant pour la technologie. Et ça, c'était en 2017, 2018. Au Sénégal, les développeurs disaient Ouais, que l'IA n'était ça pas date pas. intéressant. Aujourd'hui, ces mêmes développeurs qui disaient ça, c'est eux que je vois venir dans les forums de Galsen AI pour dire que nous, on veut apprendre l'intelligence artificielle parce que on en aura besoin et je veux pas être outdated. Donc, tu vois, c'est en l'espace de 4 ans, Ouais. des gens qui avaient d'autres mindsets ont commencé à changer. Donc, je pense que ça commence. On commence à réfléchir à comment intégrer Mhm, l'IA dans les process d'ingénierie logicielle, dans les équipes d'ingénierie mhm, logicielle, mais ce n'est qu'au début. On n'est même pas à 0,01% de ce que l'on peut faire, justement à cause de ce trust mhm. issues, à cause des nouveautés. Parce que quand même, ça semble très, très ancien, mais ChatGPT, GPT-4, GPT-3, tout ça, là, c'est très récent. C'est après le Covid. Hein. Je ne sais pas si les gens s'en rendent C'est compte, mais extrêmement. avant Ouais. le Covid, on ne parlait même Non, pas de ça. On ne connaissait pas ça. Voilà. et Ouais. c'est extrêmement important parce que d'habitude, pareil, c'est ce que je dis dans le terme souvent sur la technologie, c'est que les transformations sont tellement rapides qu'on ne se rend même pas compte à quel point. Aujourd'hui, comme tu Hum, dis, par exemple, 2017, les gens étaient encore très, très sceptiques, tu vois, par rapport à l'IA ou même la possibilité. Aujourd'hui, à quel point c'est intégré. Par exemple, j'utilise les interfaces de chat. On a quasiment, on a daily basis. Like aujourd'hui, yeah. j'utilise pas mal de tools que juste l'année passée, ces tools n'existaient même pas. Ces outils n'existaient même pas du tout, du tout. Hum, Donc, il y a ce pouvoir transformatrice-là. Euh, Maintenant, toi, par exemple, d'une part, ton expérience est très intéressante parce que tu as une large expérience en tant que software engineer. Tu as fondé Galsen AI bien avant aujourd'hui qu'on arrive à cette période avec les interfaces de chat où c'est devenu beaucoup plus mainstream, même si l'IA existait avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup hum. plus accès au grand public. Euh, Est-ce que tu peux juste me dire par rapport à ton déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à pouvoir, OK, ça c'est intéressant, cette nouvelle technologie est assez intéressante pour que je pense qu'il est important qu'on puisse avoir une organisation dessus pour pouvoir le promouvoir et essayer de se développer dessus. Et aussi en tant que software ingénieur, comment tu as pu, en termes de contexte, quels ont été les avancements, les nouvelles changements qui ont eu que tu peux te rendre compte que, OK, ce truc-là, ça va vraiment impacter le travail que je fais aujourd'hui en tant que software Hum, ingénieur. hum, hum. Alors, c'est une très, très, très bonne question. Déjà, au risque de te décevoir, je ne savais pas. Sincèrement, quand on a commencé Galsen AI, c'était une question de passion. Galsen AI, je me rappelle toujours du Ouais. resto à Medina où Tierno Diop et moi, on était assis. La première fois où on se voyait, on a été mis en rapport avec une amie. Et Tierno me disait, écoute, moi, tu es la seule personne que je connais qui s'intéresse à l'IA. À l'époque, j'en parlais sur Facebook souvent. Pourquoi? Parce que je travaillais sur une feature où il fallait faire de la recommandation ciblée et j'utilisais des algorithmes tels que Mhm. KNN, tels que les arbres de décision. C'est vrai que à l'époque, aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle plus de deep learning, de machine learning. Mais l'IA a toujours été là, hein, sous d'autres formes, Ouais. sous la forme statistique, sous la forme de régression, sous la forme de probabilité, etc., sous la forme de système expert, système à base de règles. Donc, moi aussi, étant dans une petite startup à Dakar il y a quelques années, on m'avait mis sur une feature où il fallait mettre des publicités ciblées sur une carte Google Maps. Et c'est là où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire juste avec des if-else et que ça allait compliquer avec des algorithmes déterministiques. Il fallait un peu utiliser des méthodes probabilistes. Mhm. Et en explorant Mhm. ce domaine-là, je me suis rendu compte d'algorithmes tels que KNN, etc. Et j'étais fasciné par cette idée d'intelligence et de machine. Mhm. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai découvert les ordinateurs, la chose qui m'a vraiment fasciné avec les ordinateurs, c'est que j'ai toujours pensé que c'est une émulation du cerveau. Moi, j'ai toujours vu l'ordinateur comme étant Ah, un- en fait, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu l'ordre. Quand je suis allé à l'université, bon, tu me connaissais avant l'université, hein, je ne connaissais pas les ordinateurs. Euh, moi, c'était l'anglais. Je pensais même que j'allais devenir un prof d'anglais quelque part, pépère. Mais quand je suis allé à l'université, yeah. bon, je me suis dit, je vais être mathématicien. Et là, j'ai découvert les ordinateurs. Je me suis dit, mais ce que les gens font Ouais. là, c'est un thought process. Pour moi, un algorithme, c'est un thought process. Ouais. Quand je vois quelqu'un dire begin, if, else, si telle chose se passe, c'est exactement comme ça que je réfléchis quand je prends une route.
pour aller rendre visite à Mustapha, par exemple. Ou bien quand je dois ranger ma chambre, je me dis que je vais mettre ça, quand cette condition arrive, je dois mettre ça, etc. Et donc, j'ai toujours eu cette envie de corréler ordinateur, et cerveau et intelligence. Et donc, quand j'ai découvert ces algorithmes, je me suis dit, voilà, ce que j'attendais. Moi, je cherchais ça, de chercher des algorithmes qui vont me permettre d'utiliser le mot intelligence dans mon travail. Et j'ai commencé à en parler sur Facebook, etc. Et Tierno, qui était en France, qui travaillait aussi sur ces algorithmes-là, il a vu ses posts Facebook et il m'a contacté sur LinkedIn. Il est revenu au Sénégal. On a commencé à discuter. C'était un petit groupe de travail, Tierno et moi. Ensuite, il y a eu les Dergen qui sont venus, qui étaient à l'époque à l'ESP parce qu'ils connaissaient Tierno. Et l'ESP nous a accueillis, nous a donné notre espace, blablabla. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu la Sénégal. Mais on ne savait pas. Sincèrement, on n'a jamais eu ambition d'en faire un gros truc. Pour nous, c'était juste une manière de vivre notre passion, qui était ces algorithmes très fascinants qu'on voulait découvrir. Pourquoi, à partir de cette méthode, ce design pattern qui est le machine learning, te permet de pouvoir résoudre des problèmes aussi complexes, alors que si tu le fais autrement, ça ne va pas marcher. Donc, c'était plus de la passion. Et par chance, on a eu l'opportunité petit à petit de travailler sur des projets qui demandaient ces skills-là. Et après, il s'est trouvé que naturellement, l'IA a continué à progresser. Et plus on apprenait, plus on se rendait compte que oui, mais ça, quand même, c'est prometteur. Et on continue à en croire et jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. Alors, je pense que j'ai trop parlé. J'ai même oublié la deuxième partie de la question. Non, 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 t'inquiète. Je sais pas si- C'est intéressant parce que tu as commencé à répondre à l'autre question qui sont les concepts clés aujourd'hui de l'IA. Tu as parlé du machine learning qui est, je peux dire, un component assez très important aujourd'hui de l'IA, qui est même au prédécesseur de ces interfaces de chat, etc. Aujourd'hui, que Hum, dirais-tu est l'état actuel de l'IA, de ces différents concepts-là, de leur arrivée à maturation d'un point de vue technologique, qui fait qu'aujourd'hui, on est à un point où on peut avoir une discussion en termes de parler, par exemple, de déploiement logiciel assisté par l'IA. On peut parler des copilotes. En tant que practitioner de ce domaine-là, que dirais-tu ont été comment dire, les avancées technologiques clés qui sont arrivées jusqu'à jour, qui fait qu'aujourd'hui, ce débat même devient pertinent de pouvoir l'avoir, de pouvoir qu'on soit sur Twitter que les gens, oh non, l'IA va impacter tel job ou pas tel job, oh non, finalement, les développeurs sont en risque. hum, Les entreprises prennent des décisions aujourd'hui de faire des hum, layoffs, de structurer leur manière de travail juste à cause de ces technologies. Est-ce que tu peux me donner juste un hum. bref aperçu sur cette partie-là? Alors, ça c'est très, très, très intéressant. Déjà, la réponse, c'est que tout ce qui a poussé au développement de l'IA qu'on connaît aujourd'hui n'est pas forcément de l'IA. L'IA est l'exemple typique de Yeah, ce que les Anglais appellent standing on the shoulders of the giants. Donc, l'IA aussi est aujourd'hui en train yeah. de vraiment de se reposer sur les épaules d'autres domaines de l'informatique. Je vais m'expliquer. D'abord, il y a Internet. Sans Internet, on n'aurait pas pu avoir aujourd'hui ce qu'on a avec l'IA. Pas besoin que je développe plus sur Internet, tout le monde le connaît, les gens font du business sur Internet, des commerces, des réseaux sociaux, bref. Internet, pour moi, c'est le pilier. Avec Internet, ensuite, après Internet, on a les mobile devices. Les gens ne se rendent pas compte de comment aujourd'hui les mobile devices, les smartphones, les iPads, etc., ont changé le monde dans lequel on est en train de vivre. Ce sont ces outils qui ont permis à la démocratisation de la technologie. Chacun d'entre nous aujourd'hui tient l'équivalent d'un serveur il y a quelques années dans sa poche et il est en Ouais. train de l'utiliser pour générer des milliers et des milliers et des milliers de données par jour. Et des données qui le concernent lui et des données de son environnement. Donc, tout ce qu'il fait, ses habitudes, sa psychologie, etc. Et les gens ne se rendent pas compte. Après ça, il y a les données qui sont générées ont donné naissance à des technologies telles que la big data. Les gens se sont dit, OK, les gens génèrent énormément de données, comment est-ce qu'on va traiter ces données-là? Toute une science a été inventée, la big data, etc. Les gens se sont dit, OK, big data, il faut qu'on passe au cloud, il faut qu'on essaye de faire un service, des services où les gens ne vont plus avoir à se soucier du matériel. On va interfacer
le matériel, de sorte que ça devient Ouais. juste des questions de boutons. Si tu veux aujourd'hui un ordinateur, Mhm. tu peux ne pas aller l'acheter. Tu peux aller acheter un bouton chez Amazon et tu cliques sur ces boutons-là, mais derrière, tu as Ouais. c'est un ordinateur que tu as acheté. Donc aujourd'hui, moi, je peux ne pas aller acheter Sure. un HP avec une RAM de 32 gigas. Je peux juste aller chez Amazon et acheter une interface qui fera l'office de mon ordinateur. Ouais. Et cette interface, je peux y accéder avec mon mobile device. Donc, toutes ces technologies, sans parler de la 4G, du réseau, de la 5G, sans parler de l'accès à l'Internet, de l'éducation que les gens ont eu, c'est discutable, mais les gens ont eu naturellement à acquérir de l'éducation sur comment utiliser Internet. Aujourd'hui, moi, ma mère, elle n'a pas fait l'école, mais Mhm. elle sait utiliser Internet. Elle sait faire tout ce qu'elle veut sur Internet. Et Ouais. ça, c'est naturellement qu'elle l'a Ouais. acquis. Donc, tout ça aujourd'hui, c'était une évolution naturelle pour que l'IA puisse marcher. Parce que comme je t'ai dit tout à Mhm. l'heure, l'IA, il y a 60 ans, ou bien il y a 70 ans, l'IA était là. Les gens travaillaient sur l'IA. Ils se posaient des questions sur Ouais. comment est-ce que ces choses peuvent marcher. Mais ce qui les empêchait de le démocratiser, c'est que l'IA, ça a reposé sur de proches machines chez IBM ou bien chez Microsoft. Quand on parle Ouais. de Garry Kasparov et du jeu d'échecs, c'était de l'IA, mais c'était de l'IA qui n'était pas accessible parce que Ouais. ça demandait énormément de puissance de calcul. Aujourd'hui, cette puissance de calcul a été Ouais. démocratisée. Tout le monde a accès à cette puissance de calcul. Les données, tout le monde a accès aux données. Et les algorithmes, donc Ouais. les chercheurs ont beaucoup travaillé. On est passé de méthodes de régression classiques telles que la régression linéaire, la régression logistique, à aujourd'hui ce qu'on Ouais. appelle les transformers avec les GPT, les BERT, etc. Donc, il y a énormément Mhm. d'avancées en termes de Mhm. science, de l'algorithme, etc. Donc, naturellement, tout ça combiné, Mhm. ça fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'est développée. Et moi, je vais te dire une chose. Moi, j'aime pas trop qu'on parle d'intelligence artificielle. Parce que pour moi, intelligence artificielle, ça fait référence à quelque chose qui ne marche pas. Donc, quand on dit intelligence artificielle, pour moi, c'est quelque chose en laboratoire qui est en train d'être testé. Mais quand ça marche, ça a Ouais. un nom. Quand ça marche, ça devient Ouais. ChatGPT. Quand ça marche, ça devient Midjourney. Quand ça marche, ça devient Copilot, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui existe réellement, c'est le deep learning, le machine learning, le generative AI qui est en train de faire des avancées extrêmement importantes. Les gens ne se rendent même pas compte du potentiel de ces applications de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle reste toujours ce Ouais. domaine théorique. Hein. Les gens, il y a toujours des domaines dans l'intelligence artificielle qui ne marchent pas. Hein. Il y a toujours des questions qui ne sont pas encore répondues. Mais il y a énormément de produits aujourd'hui qui ont de la valeur dans la vie de tous les jours. Et voilà, je pense que c'est une évolution de la technologie d'une manière générale et de l'être Ouais. humain dans son utilisation de ces produits technologiques qui a donné naissance aujourd'hui à ce boom de l'IA. Et voilà. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, C'est toi. super fascinant. Ouais. Non, je pense que je suis du même avis que toi. Moi, ma logique est toujours que tech build on top of tech. Like, c'est du stack qu'on build. Euh, et quand, par exemple, quand j'ai des discussions sur l'IA, c'est toujours surtout quand je suis sur Twitter, on voit les différents takes. Et rapidement, comme tu dis que par exemple, l'IA a été utilisée dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le software. Aujourd'hui, le novelty, c'est vraiment sur l'interface, le chat interface. Ça a été utilisé dans le domaine des voitures, dans le domaine industriel, sur d'autres domaines bien avant aujourd'hui qu'on parle de la générative AI qu'on a ChatGPT, on a Claude, on a BART, etc. Et Mm. c'est fascinant parce que, comme tu dis, d'une part, on a eu besoin d'une très grande avancée dans le domaine du machine learning. On a besoin d'une très grande avancée en termes sur les algorithmes qu'on pouvait faire. Mais aussi, on a eu besoin en termes de capacité de collection de données qui a été possible avec le mobile, Mm. la période post-iPhone, avec Apple, où on a cette multitude de devices, où on a mille et une devices constamment qui sont en train de collecter des données. Et ces données-là peuvent être collectées, processed, and then être utilisées avec des algorithmes pour pouvoir Mm. aujourd'hui Mm. arriver à ces fonctions qu'on a. Donc, je pense que c'est super fascinant. Et Mm. ce qui est top avec l'IA, c'est la rapidité. Par exemple, des fois, je dis par exemple, le social media, quand je parle de l'évolution de la tech et de sa rapidité, je prends souvent l'exemple du social media. Par exemple, Mm. aujourd'hui, le social media est tellement intégrant dans nos vies, mais ça veut dire que si on le prend de manière parallèle sur la vie de quelqu'un, c'est un ado. Il n'y a même pas, c'est moins de Mm. 20 ans.
Tu vois, Ouais. ça date pas de longtemps. Tu vois, ça date pas Mhm. de longtemps. Ouais, Mais ouais. l'effet de transformation que ça a eu, like, c'est grave, les gens ne se rendent pas compte. Là, en ce moment, on est Mhm. en train de faire un call avec Video Screen. Like, cette Ouais. réalité n'existait pas. C'est-à-dire que c'est même pas une réalité que tu envisageais. Il y a une Mhm. dizaine d'années, il y a 15 ans. Et 15 ans, c'est une Mhm. très courte période. Avec l'IA, Mhm. c'est encore beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que Mhm. ChatGPT est sorti quoi 2020, post-Covid. Like, Yeah. littéralement, déjà, juste 2020, c'est très, très proche. Euh, Moi, par exemple, à chaque fois que je vois surtout ChatGPT, enfin, je me rappelle, il n'y a même pas longtemps, j'étais sur YouTube. Il y a quelques années, quand je regardais Sam Altman quand il était à Y Combinator, ça dit OpenAI, on n'en Mhm. entendait même pas parler. Il était Ouais. encore à Y Combinator quand il était le président de Y Combinator. Tu vois? Yeah. Et les seuls échos qu'on avait de l'IA, c'était peut-être AlphaGo avec les jeux d'échecs que Ouais. les gens avaient fait. And that's it. Mhm. Mhm. 2020, ChatGPT sort. Après, on entend parler d'Anthropic, tout le monde est sur ChatGPT. Là, on parle de Sora avec de l'IA générative Ouais, avec les Sora. vidéos. Donc, tu vois, like, on parle de Sora, c'est Mhm. like, c'est un autre truc, c'est rapide, c'est-à-dire qu'on parle sur des timelines, c'est quelques mois, c'est-à-dire que quelques mois, Mhm. quelques années. Et cette Mhm. vitesse-là, en termes de transformation, aujourd'hui, toi, en tant que professionnel, tu travailles avec des équipes techniques, tu travailles avec d'autres développeurs, tu travailles avec tout un tas d'ingénieurs. En termes d'adoption, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui et l'état en termes d'adoption? Déjà d'un point de vue personnel, est-ce que c'est des outils que tu adaptes? Est-ce qu'ils ont un apport en termes de travail? Tu les utilises, mais aussi autour de toi, dans la communauté, parce que tu es très impliqué dans la communauté. Que dirais-tu aujourd'hui en termes de euh, le statut d'adoption de cette technologie-là? Aujourd'hui, Mhm. l'IA et dans le contexte de l'intersection avec le développement logiciel. Mhm. Alors, ouais, déjà, ton récit, il est parfait, hein. Moi, je pense que j'aurais pas pu le dire mieux que ça. Mais oui, Non. sur la question, sur la question de l'adoption, moi, je pense qu'il y a deux points. Il y a le point, je sais pas trop comment définir les points, hein. Ça va paraître un peu banal, mais je dirais le point envie, le point readiness d'adopter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une étude qui Mhm. a été faite Ouais. par McKinsey, je pense, je sais plus, qui un peu Mhm. évaluait plusieurs métiers et faisait des enquêtes sur leur, leur avis sur l'adoption qu'ils auraient pu avoir avec ces outils d'intelligence artificielle. Et je pense que c'est à hauteur de 72% de gens qui disent que eux, ils sont prêts à investir dans des outils d'IA pour leur permettre d'être beaucoup plus productifs ou bien de mieux faire leur travail ou bien de leur assister dans leur travail. Pour moi, 72%, c'est extrêmement grand pour une technologie qui est sortie il y a quelques années. Pour des outils tels que le Generative AI dont on parle, ça fait même pas 5 ans en fait que le boom a été lancé. Aujourd'hui, s'il y a Mhm. 72% de gens qui Ouais. pensent qu'aujourd'hui, dans le cadre de leur travail, ça peut leur être bénéfique, pour moi, c'est extrême, c'est un potentiel qui est là, c'est un chiffre qui est extrêmement important. Maintenant, il y a l'autre facette de l'adoption qui est vraiment l'adoption proprement dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple. Moi, je travaille dans une équipe et je considère que Ouais. c'est l'équipe la plus talentueuse que j'ai connue depuis que j'ai commencé à faire de l'informatique. C'est des gens qui sont à un autre niveau. Je suis extrêmement fier de mon équipe, mais aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de l'IA. Mais dans toute cette équipe, on sait qu'on n'a pas Uh-huh. l'expertise qu'il faut pour aujourd'hui bien utiliser l'IA. Il va forcément euh, on va devoir forcément faire appel à des entités telles que Gadsen AI ou bien d'autres entités pour nous aider à définir des stratégies pour mieux adopter l'intelligence artificielle dans nos équipes. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est un point très important. Mhm. C'est-à-dire que si on revient dans le domaine de l'ingénierie informatique, de l'ingénierie logicielle, la plupart des développeurs, ils savent qu'ils ont besoin de l'IA, que ça a un énorme potentiel. Mais Mhm. ils ne savent pas forcément en faire. Et il y a ces Mhm. deux gros points, c'est-à-dire savoir faire des outils d'IA et aussi comprendre très bien Uh-huh. l'IA pour pouvoir utiliser l'IA. C'est ce qu'on appelle prompter les outils d'IA pour qu'ils te fassent le boulot. Donc, c'est encore nouveau. Mhm. Les gens se posent ces genres de questions-là. Est-ce que j'ai les bagages techniques nécessaires? Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que ça va bousculer Ouais. les patterns que je connais? Et aussi, je t'ai parlé tout à l'heure de trust. Je t'ai dit que les gens n'ont pas totalement confiance en l'IA jusqu'à présent.
les gens n'ont pas confiance à ChatGPT. Ouais. Donc, ils se disent, OK, un CEO d'une entreprise ou bien un CTO va se dire, OK, moi, je veux bien que mon équipe soit productive, mais le code que ChatGPT va me générer là, est-ce que ça va pas me permettre d'avoir plus de dette technique? Quel est le coût de maintenabilité de ce code-là? Où est-ce que ça va Ouais. nous mener d'ici 2, Ouais. 3 ans? Ouais. Les tests que l'on écrit, est-ce que je peux leur faire confiance aux tests que ChatGPT va me produire? Donc, etc. Alors qu'on a déjà un pattern qui marche, on a des systèmes de code review qui marchent. Mon CTO, il sait qu'il peut me faire confiance quand je review un pull request, mais il ne sait pas qu'il peut faire confiance Mhm. à un outil qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui peut permettre de faire des reviews sur GitHub. Il sait que l'outil marche, mais il ne sait pas s'il peut lui Ok. faire confiance. Donc, moi, je dirais que l'IA dans les équipes Ouais. d'ingénierie logicielle, c'est un peu comme ce stagiaire ou bien ce junior développeur qui vient d'arriver et on a envie de l'observer, de voir un peu qu'est-ce qu'il vaut, Ouais. mais on n'a pas trop confiance, quoi. On a une période où on peut le laisser et voir qu'est-ce qu'il vaut, mais on ne veut pas changer toute notre stratégie autour de lui, quoi. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais voilà. Ouais. Et je pense que c'est très important, surtout tu vois, quand on parle d'adoption, moi je me dis, je fais toujours, je le fragmente en deux parties, en termes Mm, d'adoption grand public et d'adoption professionnelle dans un processus de création de valeur. Par exemple, pour donner, quand ChatGPT est sorti, au début, j'ai regardé, j'ai testé. Quand j'ai testé, ok, c'est intéressant. C'est intéressant, mais la plupart des use cases, c'est des facts. C'est-à-dire que c'est fun, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu peux créer de la valeur. Je pense ouais, que j'ai commencé réellement. Je suis passé au premium quand ils ont sorti l'interpreter de data analysis, vu que je mm, travaille dans le domaine euh, des données. Donc, je dis, oh, là, ça devient intéressant. Si je peux, OK, lui feed mes données propres et que s'il y a une erreur, je peux le savoir parce que je mm, connais mon domaine, je peux les check, je peux vérifier, je peux donner des instructions, les compléter et les raffiner au fur et à mesure. Là, ça mm. devient intéressant en termes de prise en main. Mais je suis tout à fait d'accord en termes de. Il y a des tasks, par exemple, que je vais pas le faire sur l'IA parce qu'au-delà même comment dire, de l'accuracy des données que tu as, il y a aussi cette partie où, par exemple, si tu ne connais pas le domaine, moi je dis toujours aux gens, par exemple, ChatGPT ou qu'importe l'interface, si tu ne connais pas le domaine, il ne faut pas s'engager dans une communication sur ce domaine. C'est-à-dire que, OK, si c'est dans le processus de learning, mais il ne faut pas produire du travail sur un domaine que tu ne comprends pas. Exact. Parce que s'il y a une erreur, tu ne peux pas le savoir. Ouais, Like, ouais, you can't, ouais. you can know, like, if he's just like creating stuff and Et making up stuff. non So, yeah, seulement tu peux pas savoir, mais ChatGPT va te faire croire qu'il est tellement sûr de sa réponse exactly, que toi, tu seras hyper convaincu. exactly. Ouais. Et tu vois, et ça c'est les hallucinations, tu vois, avec l'IA, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, je dis Mm, toujours aux gens, OK, ouais, je vais tester ChatGPT. OK, mais quand tu vas faire quelque chose dans le cadre du travail, sois sûr que c'est un domaine que tu comprends. Que ouais, s'il y a une mm, erreur dans ce domaine, tu peux le pick up, tu peux le raffiner. Donc, ouais. je suis d'accord qu'il y a cette partie-là où, et aussi, par exemple, du côté des entreprises en termes d'adoption. Parce que l'autre partie qui est plus organisationnelle, c'est que l'adoption de chaque nouveau outil, ça, tu ajoutes un layer de complexité Mm. dans ton workflow. Dans Tu tes crées process, des ouais, c'est silos de sûr. données. Mm, Et mm, dans tes process sur lesquels, tu vois, il y a le burden of meta work et tu dois le concilier après avec tout ton infra que tu as passé, je sais pas moi, les dernières 10 années à mettre en place ou les 5 dernières années. Donc, mm. mais c'est intéressant de savoir, par exemple, toi, ton retour d'expérience entre que, OK, il y a l'envie, les gens veulent essayer, on essaie de tester à de small scale et si Mm. comment les choses vont évoluer au fur et à mesure. Et je pense que c'est super fascinant. Et je pense avec Ouais, la rapidité d'évolution de l'IA, assez rapidement, on saura exactement comment, où se situer par rapport à ça. Non, mais ouais. c'est super. Maintenant, Non, mais moi, en termes. euh, j'ai, j'ai Mhm. j'ai même un autre, juste pour clôturer peut-être ce point sur l'adoption. Nous, on a aujourd'hui l'un des plus gros problèmes qu'on a sur notre plateforme, c'est que c'est une plateforme où aujourd'hui nos clients, ils ont quand même besoin d'avoir une petite expertise technique pour pouvoir faire tourner la plateforme. Elle n'est pas destinée à tout le monde. Même Ouais, pour une organisation qui va l'utiliser, ils vont devoir aller avoir quelqu'un en interne ou bien
beaucoup se référer à nos équipes techniques pour leur configurer la plateforme ou bien pour exécuter les différents automates qu'ils veulent créer sur la plateforme. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est aujourd'hui Ouais. mettre une sorte d'assistant technique dans l'outil qui est une IA qui va te dire, Mhm. dis-moi ce dont tu as besoin, je vais te faire le boilerplate et toi, tu vas vérifier si ce boilerplate marche. Et le problème, c'est que on connaît l'être Ouais. humain. L'être humain a tendance, dès qu'il a tendance à déléguer une partie de son cerveau à une machine, il va déléguer plus qu'il ne pense en fait qu'il devrait déléguer. Et donc, nous, aujourd'hui, la crainte qu'on Ouais. a sur cette partie de IA dans notre plateforme, on est en train d'investir massivement de l'IA sur cette plateforme. On a investi plus d'une année de développement de modèles sur notre plateforme. Il y a un prototype qui existe et tout. Mais on ne veut pas le déployer chez nos clients tant qu'on ne connaît pas réellement leur mindset et leur niveau de compréhension de l'IA et que c'est pas totalement autonome. Et aujourd'hui, on perd plus d'argent à aller essayer de comprendre nos utilisateurs, est-ce qu'ils connaissent l'IA ou bien même, on pense même à aller les éduquer autour du prompting et du generative AI. Et finalement, cet investissement est beaucoup plus massif que l'investissement qu'on a fait sur la création même de cet outil d'IA. Donc, c'est comme si on doit aussi s'investir à éduquer nos Ouais. clients pour leur faire changer de manière de faire, ce qui est assez paradoxal. Ouais. Et c'est un point très intéressant, surtout quand on parle d'adoption. Parce que d'une part, il y a cette partie-là, ce dont tu disais tout à l'heure en termes d'adoption, des craintes et des doutes. Par exemple, moi, je suis pas un software ingénieur, j'utilise l'IA pour pas mal de choses. Mais par exemple, sur certains des tasks, moi, à jour, mon reasoning est toujours, like, as long as c'est des low cognitive tasks que tu fais, où le chain de reasoning n'est pas extrêmement long, c'est Mm. cool. Et où le output data accuracy is not important. Like, je donne un exemple. Par exemple, si c'est, par exemple, je suis en train de build une landing page pour un site internet, je veux juste générer des copies sur lesquelles, des copies de texte, mettre sur le site internet. Accuracy doesn't matter that much because you can, like, tu peux le tester après avec le français pour le corriger. Si tu écris une blague, tu génères avec de l'IA générative une blague. Accuracy doesn't matter. Mais si tu dois sortir un financial report, actually, like, là, en termes d'accuracy, it matters. It matters a lot. Yeah. And I see this thing like most of the time, like, oh, okay, we are doing that. But yeah, at which level do we adopt it? Et also, like, Yeah. même en termes d'intégration, parce qu'au début, par exemple, on se disait, oh non, l'IA arrive, il faut que j'aille apprendre l'IA. OK, en tant que software ingénieur, j'ai besoin, par exemple, d'une base en mathématiques. Et on va parler tout à l'heure, même sur ce sujet, j'ai besoin d'une base profonde en mathématiques pour pouvoir utiliser l'IA. Mais ce qui est encore fun avec les technologies, c'est que la plupart du temps, l'intégration ne se fait pas de manière horizontale, mais de manière verticale. Ça veut dire qu'il y a des outils existants, qui existent déjà, que les gens utilisent. Et la grande majorité de l'adoption aujourd'hui, c'est des intégrations verticales vers ces outils-là. Tu utilises Canva, tu as une extension avec un peu d'IA, OK, génère du texte pour ta copie sur Canva. Et aujourd'hui, quasiment tous les outils ont cette intégration, comme l'outil dont tu parles. Mais il y a des challenges qui viennent avec en termes d'éducation et de prise en main à ce niveau-là. Et c'est très intéressant. Donc, là, on va aller beaucoup plus en termes de... beaucoup plus avancé sur la thématique. Et là, c'est plus en termes de les assistants de codage. Tu vois, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, on a eu, tu vois, avec GitHub Copilot, quand il est sorti. Yeah. Ouais, c'est intéressant. Exactement, c'est intéressant. D'une part, parce que tu as GitHub, où tu as le plus grand, je peux dire, en termes de database de tout le code qui a été écrit ces dernières années. Donc, moi, par exemple, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ce sera super avec le niveau de technologie, avec l'accès à cette donnée-là, ça devrait vraiment être complètement transformatrice en termes de processus. Quand je parle avec des gens, avec des développeurs, c'est pas forcément le cas. Les gens, OK, je l'utilise, mais pas forcément au niveau où je l'attendais. Aujourd'hui, quelle est ton expérience avec ces outils, que ce soit Copilot, que ce soit tous les nouveaux outils en termes d'assistant, de codage, peut-être en termes de debugging, de gestion de technique. Quelle est ton expérience et quel est ton avis sur ça? Je pense que c'est une question hyper intéressante parce que moi, j'ai une relation assez bizarre avec ces outils-là
Déjà, je tiens à dire que moi, Copilot, ça m'a jamais hype. Pourquoi? Parce que Copilot m'ajoute toujours en fait ce cognitive load. Au début, les premières versions, il fallait écrire tout un commentaire de ton thought process, de ton algorithme, et de lui dire, OK, je veux une fonction qui me permet de faire ceci, qui va prendre en entrée cela et qui va retourner ceci, etc. Et lui, il va t'écrire la fonction. Mais moi, je me dis, franchement, avec toutes mes années d'expérience, si je connais cet algorithme-là jusqu'à ce que je peux l'écrire en français ou anglais clair, pourquoi je ne vais pas taper le code? Parce que pour moi, c'est juste de la traduction. Pour moi, l'algorithme, que tu l'écrives Ouais. en français ou bien que tu l'écrives en Python ou bien que tu l'écrives en Elixir ou en Polar, c'est la même chose. J'ai pas besoin d'un traducteur en réalité. Et Copilot, c'était plus pour moi un Ouais. traducteur qu'autre chose. Et je trouvais qu'il allait me faire ce cognitive load. Ensuite, il y a eu des avancées. Maintenant, je pense que tu n'as plus besoin de lui donner le commentaire. Au fur et à mesure que tu écris, il analyse tout le contexte de ton code et il te propose de l'autocomplétion. Copilot, pour moi, c'est un IntelliSense, c'est un outil d'autocomplétion avancé qui utilise de l'IA. En ce sens, c'est intéressant. Mais d'une manière Ouais. générale, moi, en tant que développeur, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai des moments où j'ai besoin d'être seul, et seul avec mon cerveau, et de contrôler mon cerveau, et de faire mon travail. Ouais. Par contre, il y a des moments où j'ai envie d'aller vers un outil externe, ou bien, ça peut être Mustapha, hein. J'ai envie d'aller, si j'étais dans un bureau, et Mustapha est mon collègue, je peux lui dire, hey, bro, tu te rappelles de comment on fait telle fonction avec Elixir? Est-ce que tu sais quelles sont les contraintes? Est-ce que je peux l'utiliser ici? Moussa va me dire, ah oui, oui, mais je pense que dans ton cas là, si tu l'utilises, ça va te poser plein de problèmes. Moi, c'est cette relation que j'ai avec les assistants. Je me dis, dans un cadre remote work, aujourd'hui, je pars vers ChatGPT et je lui dis, hey ChatGPT, est-ce que tu connais telle fonction? Il me dit oui. Je dis, mais qu'est-ce que tu penses de cette fonction dans ce contexte? Et ChatGPT me synthétise des heures de lecture que j'aurais dû faire sur un bouquin Elixir pour comprendre cette fonction-là. Ce qui est totalement bien. ChatGPT ne va pas me donner du code. Il peut me donner du code à titre d'exemple, mais il me donne plus la connaissance autour de ce que je cherche. Mais c'est encore moi, j'ai la décision d'aller copier ça, de l'adapter à mon cas et de travailler. C'est ce que j'ai détesté avec Copilot parce qu'il essaie de faire le boulot à ta place et il te fait faire le sale boulot qui est de réfléchir et de lui donner les inputs. Donc, je pense que c'est des outils. Ouais. Je pense que c'est sur l'utilisation. Pour terminer, c'est sur l'utilisation. C'est-à-dire que ces outils-là, moi, je ne vois pas une très grande différence entre ChatGPT et Stack Overflow en termes d'utilité. Je pense que ChatGPT même est Exactement. meilleur Oui. parce que Ouais. ChatGPT va te synthétiser une bonne connaissance tant qu'il n'est pas en train de dire des bêtises. De la même manière, il faut avoir un certain niveau de compréhension de ton domaine, comme tu disais tout à l'heure, pour utiliser ces outils. Maintenant, je portais Ouais. ma casquette d'enseignant. Ce qui se passe, le drawback, c'est que quand tu as des étudiants qui se mettent à utiliser ces outils, ça devient dangereux. Quand tu as des professionnels qui les utilisent et qui sont conscients de ce qu'ils font, pour moi, c'est utile. Mais quand tu as des étudiants qui utilisent ces outils, ça devient dangereux parce que nous tous, quand on était étudiants, quand on était lycéens, on n'avait pas cette maturité, on n'avait pas ce niveau de responsabilité qui nous permettait d'être très dur avec nous-mêmes et de se dire, écoute, je ne vais pas tricher, entre guillemets, je ne vais pas copier ça et le coller et l'envoyer au prof. On a tous été étudiants, on a tous cherché à la facilité pour avoir de bonnes notes. Moi, le problème que je rencontre avec mes étudiants, c'est quand je leur donne un projet, ils n'enlèvent même pas les commentaires de ChatGPT. Si ChatGPT, quand il te donne le code là, il met des commentaires, il ne l'enlève pas. Moi, ce que je fais comme si je fais comme si j'ai pas vu. Moi, ce que je fais comme si j'ai pas vu. Et je t'invite dans un Google Call et je te dis, mais bro, si j'enlève cette ligne-là, qu'est-ce que ça va faire? Quel est l'impact sur le code? Et tu vois, le gars, il te dit, non, mais je sais pas si tu enlèves cette ligne. Il dit, mais si c'est toi qui as écrit le code, ou bien si tu as compris ton code, tu dois comprendre si j'enlève cette ligne et que je la remplace avec une autre, c'est que ça fait. Bref, c'est plus une question de responsabilité, encore une fois. Moi, je pense qu'il faut, c'est aussi une question dans l'adoption, l'éducation que les gens doivent avoir. Mais personnellement, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, il y a une corrélation entre l'utilisation de ces outils et le niveau de seniorité. Pour moi, plus tu es senior, plus tu peux utiliser ces outils-là. Moins tu es senior, moins tu dois éviter ces outils. En tout cas, dans le copy-pasta, tu peux les utiliser pour apprendre, mais assure-toi au moins de faire l'effort d'aller comprendre ce que ces outils te donnent. Et au final, ce n'est pas aussi différent de l'utilisation de Google. Donc,
Je sais pas, Non, mais ouais. Yeah, vas-y, vas-y. Non, mais c'est tout à fait. J'ai le même avis sur cette partie. C'est comme par exemple tout à l'heure quand tu disais, tu vois, que tu les utilises plus comme un assistant, un buddy que tu as comme ton collègue, ton collègue senior à qui tu peux aller. Oh yeah. Tu vois, par exemple, il y a plusieurs années, des fois, j'ai appelé, je travaille sur un truc à Dakar. Elias, oui, on a tel Hein? problème là. Quel algorithme peut régler ça? Et tu vas me dire, OK, utilise ça, ça ou ça ou ça. Et Ouais. je pense que c'est toujours le même process. Les gens utilisent Google de la même manière en termes de software, utiliser Stack Overflow en termes de, de software engineering. Hein? Pour moi, je suis pas software engineer. Je pense qu'on est encore très loin de ce truc-là où, par exemple, tu peux confier à un agent, un chat agent, tout ton reasoning qui va le faire. Et même ça, je ne pense pas parce qu'après, s'il y a un problème, tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas fait le reasoning. Comme l'exemple que tu donnes avec tes étudiants. Si j'enlève ça, qu'est-ce qui va se passer? Like, Hein. si ce n'est pas, à l'origine de ce raisonnement-là, les différents steps que tu as pris, ce sera très difficile de le faire. Et l'autre souci, qui est le premier problème quand tu vas parler, les instructions, le prompting. Hein. Et c'est un truc que moi j'ai un problème avec toute l'intégration quand on parle d'intégration IA, pas juste avec les copilotes, mais tous les outils. La plupart du temps, tu vas passer beaucoup plus de temps à lui donner du contexte, du prompting, que Hein. d'utiliser le tool. C'est-à-dire Yeah. de pouvoir générer des trucs. Tu payes plus Des fois, je cher, dis en que la fait. plupart des outils intégrés avec l'IA, tu payes beaucoup plus cher. Que je teste par exemple sur les outils d'IA générative, la plupart des I'm sorry to say, but that shit. Like, Hein. l'output est shit. Et la raison est que tu as besoin de donner tellement de contexte, d'input, pour qu'il puisse te donner quelque chose de potable. Mais ce Hein. temps-là, en fait, tu es en train sur le job to be done pour le user, pour le end user, c'est beaucoup plus de temps. C'est beaucoup Hein. plus de cognitive, like, the mental bandwidth dont tu as besoin, en fait, pour pouvoir le faire. Hein. Et Hein. c'est un aspect que je pense que ça va beaucoup impacter. Personnellement, je pense qu'en termes d'adoption, ce sera très différent que les gens pensent. Hein. Que par exemple, tout à l'heure, on va parler par exemple d'AGI où on a cet agent qui est, I don't know, qui a un superpower, qui peut tout faire, qui peut réfléchir pour toi. Je pense que ça va se faire comme tous les outils technologiques qui sont arrivés, qu'on les Hein. intègre à un certain niveau dans nos outils day-to-day, comme Excel, qui a Hein. transformé littéralement le monde financier. Pour ne citer que cela, c'est Hein. pas pour autant que plusieurs années après, tout le monde sait utiliser Excel. Il y Hein. a toujours ce gap-là qui existe, même si la technologie existe depuis très très longtemps, intégrée à tout le monde connaît son utilité, tout le monde connaît ses capacités, et pourtant, en termes d'adoption, tu n'as pas d'adoption à 100% de cet outil-là. Hein. Tu as Hein. des professionnels, des practitioners qui vont l'utiliser à un certain outil, et tu as la grande majorité qui vont s'arrêter à un C qui est beaucoup moins. Et Ouais. pour moi, une bonne part de l'IA, pendant encore très longtemps, ce sera de la même manière. C'est-à-dire que le grand public Hein. va l'utiliser jusqu'à un certain niveau qui est très basique, générer du contenu assez rapidement, et quasiment tous les Hein. startups font ça parce que c'est le plus facile. Mais Hein. d'un point de vue en termes de travail pour les entreprises, je pense qu'il y a encore ça va Ouais. encore demander du temps. Et c'est pas Non, juste un si, si. problème technologique. Si, si. Je sais pas, je sais En pas ce que fait, tu en c'est. penses. Oh, non, si, si, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et ça fait énormément de sens. Moi, je pense que les software engineers, et ça peut être peut-être pour les autres corps de métier, hein, je connais plus les software engineers, mais je pense qu'il y a un petit problème de compréhension réellement de ce qu'est leur boulot. Moi, je pense pas que le rôle d'un software engineer, c'est vraiment d'écrire du code. Hein. Moi, tu sais, ça fait là, Exact. je reprends l'exemple du projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet. Une équipe de 10 ingénieurs. Ah, il y a eu de petites variations. Parfois, il y a eu mais en moyenne, une équipe de 10 ingénieurs pendant 3 ans qui travaillent sur un projet. Normalement, tu te dis, c'est pas normal. Parce que même Twitter, même Ouais. cette plateforme avec laquelle on est en train de faire ce boulot-là, un bon software engineer qui s'enferme pendant 6 mois pour le développer. Il n'y a rien d'aussi compliqué. Ouais. Si ce n'était que du code, si ce n'était que hardware, écrire du code, des requêtes SQL, etc. En 6 mois, tu développes n'importe quel software. Moi, c'est ça que je crois. Si tu es très bon dans ce que tu fais.
Mais il y a énormément d'autres choses qui gravitent autour de l'ingénierie qui ne sont pas le code. Il y a la prise de décision, il y Qui a n'ont les rien à voir avec process, le code. il y a la qualité, il y a la sécurité, il y a même l'aspect humain, le management des idées dans l'équipe. C'est-à-dire que il n'y a pas une seule manière de faire. Moustapha est très bon dans son domaine. Elias est très bon dans son domaine. On a des idées en conflit. Comment on gère ça? Il y a une feature qui doit arriver. Moustapha me dit non, on va utiliser Postgre pour ça. Moi, je lui dis non, on va utiliser MySQL pour ça. Comment est-ce qu'on va faire pour s'arranger jusqu'à trouver le juste milieu pour qu'on puisse travailler? Tout ça, ça rentre dans le software engineering. Ouais. Les process que l'on fait, le code review, bref, tout ce que tu peux imaginer. Et pour moi, c'est ça le vrai. Quand une entreprise te recrute ou bien quand tu bosses sur un produit, ta vraie valeur, elle n'est pas sur le code que tu fais. Ta vraie, il arrive en une semaine que tu ne... Le plus gros pull request qu'un ingénieur peut faire, en tout cas dans une équipe en moyenne, tourne autour de 3000 lignes de code ou bien de 5000 lignes de code. Pour moi, dès qu'un pull request dépasse Ouais. 5000 lignes de code, il y a un problème quelque part. La tâche, elle a été hyper compliquée. Bonjour les dettes techniques, etc. Donc, tu vois, 5000 lignes de code, c'est rien du tout. Ça peut tenir sur un fichier, ça peut tenir sur une classe. Mais ça peut prendre 15 jours à un développeur chevronné, un principal developer, de produire ça. 15 jours pour juste faire 5000 lignes de code, quelque chose que normalement un junior peut faire en une journée. Donc, ce n'est pas une question de code, encore une fois, l'ingénierie. Et moi, à chaque fois, c'est ce que je dis, Ça, avec ces outils, oui, ce sont de... Moi, si j'ai vraiment un outil tel que ChatGPT, je paye $20 chaque mois à ChatGPT, justement pour que quand le code est compliqué, qu'il me le fait et moi, je le review. Parce que je n'ai pas envie d'écrire du ouais. code pour des choses dont je sais que je sais déjà les Ouais. faire. Comment faire des migrations avec Ecto, comment Ouais. faire un modèle TensorFlow d'un réseau de neurones simple. Je sais le faire. Mais je ne veux pas le répéter chaque matin. Si je peux jouer avec ma fille pendant que ChatGPT me fait ça et que je reviens pour l'intégrer et je vérifie s'il n'a pas fait d'erreur, c'est parfait. Mais pourquoi j'ai décidé de partir sur un réseau de neurones avec 4 couches au lieu de 6 couches? Ça, c'est pas ChatGPT, ça, c'est ma propre décision. Pourquoi je l'ai fait? Parce Non. que je suis ingénieur, justement. C'est ça, en fait, voilà. Et c'est exactement ça. Je suis du même avis que Mm. pour beaucoup de choses, ce sera vraiment, ça permet en termes de, et ça c'est le point sur la productivité, la qualité de l'output. Mais tu vois, cette relation-là avec le software ingénieur et l'outil, je pense qu'il y a, c'est comme tu l'expliques en fait. C'est pas forcément la même. Et je pense que ça rejoint le point que tu disais au début, quand tu disais que l'introduction de l'IA, la manière dont ça a été marketé, n'était pas forcément la meilleure manière. Et je Mm. suis tout à fait d'avis. Parce que tu vas rentrer sur Twitter ou sur les blogs, les gens vont se dire oh, ok, ouais, tu es un software ingénieur, tu vas perdre ton boulot. Le boulot de code, si c'était le cas quand Stack Overflow est arrivé, tout le monde pouvait aller copy-paste et devenir un ingénieur. C'est pas pour autant que les gens qui sont sortis d'école d'ingénierie se sont retrouvés à la rue. Parce que tout le code que tu peux écrire se trouve là-bas. Si tu fais assez Ouais. de search ou tu vas sur Google, tu sais comment utiliser les opérateurs, tu peux trouver un bout de code sur n'importe quelle chose que tu veux. Ouais. Donc, c'est une partie de ce workflow-là en termes de travail, mais ce n'est pas le plus important. Et c'est pourquoi, par exemple, dernièrement, le nouveau couple-là qui a été sorti devant avec tout le débat que ça suscite sur Twitter, les gens, oh non, ça va complètement changer, un AI complètement autonome qui va tout. I'm like, okay, but you need at least someone to actually know what's have to be written. Like, qu'est-ce qui va être écrit? Et le pourquoi. Yeah. Et le pourquoi. Tu vois, le pourquoi, s'il y a un changement de contexte, comment prendre cet input et le prendre en même temps. Si tu builds quelque chose, toi, en tant que software ingénieur, et que demain, il y a le contexte extérieur qui change, ce déjeuner-là, tu ne peux pas le confier forcément à une machine qui n'a pas Ouais. comment dire, ce même contact-là. Donc, je pense que c'est très intéressant. Moi, je retiens que d'une part, il y a des use cases sur lesquels ça peut vraiment aider d'un point de vue software en termes de développement software pour gagner du temps sur certains use cases comme les use cases dont tu as parlé et que aussi ça peut aider en termes de productivité. Et aussi, par exemple, de qualité. C'est des outils qui sont très bons en termes de computation. Il y a des choses sur lesquelles ils peuvent le checker assez beaucoup plus rapidement que tu peux le faire à toi de manière manuelle. Donc, et je pense que c'est le use case qui va perdre. Juste sur ces use cases-là, il y a aussi l'aspect predictive analysis. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelque part où les développeurs sont extrêmement mauvais, entre guillemets,
c'est sur la prédiction de leur code, surtout des edge cases. C'est-à-dire aujourd'hui, un développeur, même avec les histoires de test-driven development, etc., il faut écrire les tests, il faut développer. Toujours, la plupart des bugs qui sont générés dans des codes, c'est des bugs parce que l'être humain n'est pas très bon en predictive analysis, d'une manière générale. Quand j'écris mon code, je suis trop biaisé. Je ne regarde que le canevas qui est devant moi, mais il y a forcément des edge cases auxquels je n'ai pas Ouais. pensé. Aujourd'hui, si on arrive à avoir des outils d'IA qui parcourent nos codes, par exemple dans les outils de CI/CD, Jenkins, etc., s'il peut intégrer de l'IA qui va regarder le code et prédire là où il pourrait potentiellement avoir un bug parce qu'on a déployé sur du Linux et non sur du Windows, ou bien parce qu'on est passé de 100 utilisateurs à 1 million d'utilisateurs en un soir parce que c'est le Black Friday, par exemple, et que lui, il a utilisé un array ici alors que c'était peut-être une liste qui serait mieux, etc. S'il y a une IA qui permet de faire ces analyses et de proactivement sortir des bugs et de dire, écoutez, vous n'avez pas encore ce bug, mais dans 2-3 ans, vous l'aurez. Est-ce que vous n'allez pas travailler dessus? Ça permettrait d'avoir des softwares beaucoup plus solides. Donc, il y a plein de points comme ça où quand même, l'IA peut être un outil extrêmement utile dans le développement de produits beaucoup plus solides. Il y a le domaine du UI, UX, on peut en parler jusqu'à des heures, mais l'IA peut extrêmement aider sur la compréhension des clients. Si on arrive aujourd'hui à faire des produits qui changent la couleur bleue en couleur verte parce qu'ils savent que Mustapha reste plus de temps dans des sites où la couleur elle est verte, si aujourd'hui Open Function sait que OMS met plus de temps à parcourir des outils, c'est pas moi, avec des couleurs vertes que notre vieux bleu là et qu'il adapte la couleur en fonction de qui regarde le site, mais ça, c'est énormément de valeur. Donc, tout ça, c'est des choses, en fait, où l'IA peut extrêmement aider. Ouais. Et c'est tout à fait vrai. Ça peut être très intéressant sur ces types de use cases là, comme tu l'as dit, que ce soit en termes d'A/B testing, tu vois, différents landing pages, en termes de UI interface, qu'est-ce que les gens font. Parce qu'il peut utiliser ces données-là, il peut faire de la computation et après faire de l'analyse prédictive, comme tu dis. Et c'est quelque chose de fascinant. Par exemple, moi, j'ai un des use cases que j'utilise, par exemple, l'IA, et qui je pense, c'est mon avis. Après, tu me dis ce que tu en penses. Par exemple, en termes de marketing, la plupart, surtout les outils de Copilot, pour moi, ça a été marketé à la mauvaise audience. Pour moi, pas. Ça aurait dû être marketé à la même audience qu'on a essayé de vendre les no-code. Je donne un exemple. Parce que le software ingénieur, le senior ou le junior, leur travail, le code est une partie de ce travail-là. C'est pas le plus important. Mais par exemple, si tu prends Moustapha, je suis pas un programmeur, je suis pas un codeur. For my life, I couldn't sit and code. Même si tu es un excellent programmeur, exemple, pour l'audience qui nous écoute, je sais que tu caches, mais... non, du tout. So, par exemple, il y avait un frein, un homme que j'ai toujours eu qui est, par exemple, et ça, tu le sais, je pense plus que tout le monde, parce que les premiers idées de software que j'ai eu dans ma vie, c'est toi que j'ai appelé. OK, I got this idea. J'ai eu cette idée, Elias, mais comment on le cut? Tu vois, parce que je sais pas. Mais par exemple, il y a cette barrière, tu vois. Et c'est un use case qui est très intéressant. Par exemple, pour beaucoup de choses où je devais t'appeler, OK, en termes de difficultés techniques, Elias, quelles seront les difficultés techniques qui vont arriver? Quelles sont les considérations techniques à prendre? Quelle est l'architecture? Et ça, je ne pouvais pas forcément. Je peux concevoir un produit de bout en bout, écrire le product brief, écrire le future documentation, etc. Quand il y a eu les no-code, c'est devenu beaucoup d'intérêt. OK, là, je peux juste gribouiller une interface assez rapidement, tu vois, un flow logique, and that's it. Avec l'IA, par exemple, dernièrement, ce que je fais, par exemple, quand j'ai eu une idée, je vais juste l'expérimenter. Je vais écrire l'idée, je vais aller voir Claude ou ChatGPT. Je lui donne l'idée, je dis, OK, on va travailler sur ceci. Ce dont j'ai besoin déjà, OK, on flesh out l'idée pour que ce soit clair, les proportions de valeur. Je lui donne le contexte clair. Je dis, OK, en termes d'UI, essayons de build un UI pour ça. Tu vois, OK, quelle est la meilleure technologie à utiliser? Il va me dire, OK, c'est un statique, on va aller sur du HTML, on va utiliser du JS pour de l'animation, etc. Je dis, OK, génère-moi le code. Il me génère le code, je vais sur Replit, je colle le code et j'ai mon interface, j'ai mon UI. Ouais. Tu vois, et après, si j'ai juste besoin de tweak, je retourne sur ChatGPT, je dis, OK, par exemple, au niveau du header, il y a ça, augmente le space, OK, augmente-moi le padding ici, les choice color,
OK, crée-moi comment dire, tout un charte graphique pour ce site-là. Yeah. Et je peux générer des UI en 30 minutes. C'est-à-dire que je peux passer Ouais. de l'étape d'idée à la génération d'une IA fonctionnelle avec du HTML, si ce n'est pas complexe, en moins de 30 minutes. Ouais. Et c'est une barrière énorme que ça me permet de gagner. Parce que pour tous ces trucs-là, j'étais obligé avant d'appeler un pote, par exemple toi ou quelqu'un Ouais. qui est en software ingénieur. Je dis, OK, j'ai besoin de quel type de base de données, j'ai besoin de tel type de serveur, quels sont les tubes, quel type d'algorithme. Donc ça, c'est un use case qui est Non, mais intéressant. La plupart de ces copilotes-là. tu sais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que moi, ça me fait penser, en tant qu'ingénieur logiciel, ça me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire, nous, les ingénieurs logiciels, parfois, on est un peu incompréhensibles. Quand il y a eu WordPress là, avec WordPress qui est arrivé, et qu'il y a eu même Yeah. des marketeurs ou bien des sales qui commencent à faire leur propre site web, les développeurs se disent, moi, je vais pas faire du WordPress. Ça, c'est pour les sales, c'est pour les marketeurs. C'est pas pour un vrai ingénieur. Yeah. OK, fine. Maintenant, il y a Devil ou bien il y a Copilot qui permet à ce même marketeur et ce même sales de faire les mêmes use cases qu'il aurait dû faire avec WordPress, etc. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais les gens ne parlent plus de WordPress maintenant. Et s'il y a un Copilot qui permet à ce marketeur de faire des trucs à la WordPress, et là, les ingénieurs logiciels commencent à se dire non, votre boulot est menacé, etc. Ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'un client vienne me voir avec quelque chose qu'il a déjà prototypé avec Copilot ou bien ChatGPT et une maquette où il peut même cliquer et me montrer. Il me dit, j'ai fini le truc. Moi, ma valeur se trouve pas sur lui faire ça. Ma valeur se trouve sur lui montrer, lui conseiller sur ce qu'il aurait pu mieux faire que ChatGPT ne pourrait pas lui montrer. Lui dire, OK, ça marche, mais tu ne penses pas que si je suis un UI expert, par exemple, ou bien un UX expert, je peux lui dire, OK, ça marche, mais tu ne penses pas que le bouton là où ChatGPT l'a mis, si tu l'avais mis ici, ça parlerait plus à des étudiants sénégalais qu'à des étudiants français. Par exemple, juste un exemple bidon comme ça. Ça, moi, je pense que la vraie valeur, elle se trouve sur ce que toi, en tant qu'humain, expert d'un domaine, pour apporter à ton autre semblant humain, expert d'un autre domaine, même s'il a déjà son site ou bien son application mobile qui marche. C'est cette partie où se trouve la valeur. Et même quand tu es dans une entreprise, regarde dans les entreprises, quand il y a une feature qui arrive et que c'est une feature qui implique un bug ou bien un bouton à designer avec Tailwind, tous les ingénieurs vont fuir cette feature. Les ingénieurs, ils veulent être en back, faire des requêtes SQL, mais ils ne veulent pas aujourd'hui que ChatGPT prenne ça. Moi, personnellement, si ChatGPT me permet de faire le bouton en 30 secondes, alhamdulillah, c'est bien. Voilà. Non, moi, c'est pareil. Moi, je suis pas. D'habitude, je dis aux gens, je suis très paresseux, extrêmement paresseux. Et raison parce que je ne veux pas me casser la tête à essayer de. Parce qu'il y a toujours un scope sur les choses que tu fais. C'était pareil, le même truc avec WordPress. Quand c'est arrivé, les gens étaient là. OK, développement site. Mais 80% des gens qui demandent un site Internet, ce dont ils ont besoin d'un point de vue technique, actuellement, il n'y a pas besoin des 5 ans, ce que tu as appris à l'université pendant 5 ans. Il n'y a rien dans tout cela dont tu No Il n'y a way. pas besoin d'être là à parler de comment est-ce qu'elle est une base de données, je ne sais pas moi, comment. Parce que ce n'est pas le besoin. Et la grande majorité de ces besoins-là, de cette audience-là, d'un point de vue commercial, business, ils sont à cette étape, c'est vraiment low en termes de création. Par exemple, je donne un exemple encore, par exemple, moi qui travaille dans le domaine du marketing, en interne dans les entreprises, c'est le même problème, tu vois. Je travaille avec les différentes équipes, constamment, surtout l'équipe technique, les devs et autres. Avant, par exemple, on doit faire, je dis, OK, on a notre plateforme, on a notre UI, on a un problème de conversion sur notre onboarding. Et qu'on doit faire, par exemple, on doit tester notre interface UI. Parce qu'on est sûr que notre UX marche, on va tester l'interface, pourquoi il n'y a pas d'onboarding. Donc, traditionnellement, c'était, OK, je vais aller voir l'équipe produit, je leur en parle, ils m'ont dit, OK, on attend le prochain sprint. Le prochain sprint vient, il le donne aux développeurs, OK, on va le mettre sur le backlog. Et 6 mois après ou 3 mois après, on est là, OK, on va faire une variante et on va tester. J'ai pas, tu me connais parce qu'on a travaillé. On n'a pas ce temps-là. D'habitude, ce que je vais faire, je vais dire, OK, on a besoin d'une variante. C'est exactement par rapport à mon métier. Voici les trucs. OK, on va tester ces différents trucs-là, on va tester ces boutons-là, on va tester ce problème-là. Je vais aller générer un UI rapidement en 1 heure de temps avec ChatGPT ou Claude
Je vais écrire la documentation en termes de workflow. Voici les trucs. Je vais venir te donner et tu peux le donner à le développeur front et rapidement, il me reproduit la même chose, il me le met en dev. Comme ça, on le teste. Et ça me permet de gagner beaucoup de temps sur les trucs. Ou sinon, j'étais obligé en fait de dépendre littéralement. Et je peux dire une bonne partie de mon travail aujourd'hui en tech est à cause de ces frustrations-là où je devais dépendre d'attendre des gens qu'ils puissent faire quelque chose après parce que je sais pas moi de le contourner. Tu vois, littéralement, même les WordPress, j'ai appris à faire des sites web en WordPress quand j'étais à rien, j'ai tout à fait parce que c'était le même Je connais problème. cette histoire. Tu vois, je vais aller chercher un client, on a signé le client attend, et après on me dit que non, il y a du travail, les développeurs ne sont pas disponibles. Tu vois, je vais aller apprendre à faire la même chose. Comme ça, on va aller beaucoup plus vite. Mais c'était juste pour donner un exemple qu'il y a des use cases où ça peut être vraiment intéressant. Et que ça ne prend pas forcément sur le rôle de l'expert, du développeur, de l'ingénieur logiciel dans son travail, comme tu l'as dit. Il y a un apport qui est beaucoup plus grand sur d'autres étapes en mettre de ce même workflow-là. Et que ce n'est pas pour demain que les algorithmes que tu écris, que je vais venir les écrire. Donne-moi tous les copilotes que tu veux, je ne serai pas en mesure de le faire. Donc, il y a cette partie-là, je pense, qui est extrêmement... Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Hein, difficile de prédire le futur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un client qui vient te voir, et ça, c'est un message que je lance par mon expérience à tous les jeunes frères et sœurs qui vont écouter. Parce que souvent, ce dont on parle là, ça résonne bien avec les seniors, mais les juniors, ils vont toujours se poser des questions du genre, oui, mais moi, en tant que junior, j'ai besoin quand même de récupérer ce petit marché de petits sites web du coin, etc. Ce qui se passe, c'est que quand Mustapha, qui est un marketing lead d'une grande agence, et a besoin d'aller voir ChatGPT pour faire son petit site vitrine, it's fine, c'est bien. Arrivera un jour où Mustapha voudra maintenir la chose, ChatGPT ne pourra pas la maintenir. En tout cas, à l'état actuel, ChatGPT ne peut pas maintenir même le code qu'il a donné. Et là, Mustapha fera appel à quoi? Le problème, c'est que les tâches sont relevées à un autre plan. Et moi, je pense que c'est là où aujourd'hui le paradigme il est en train de changer. C'est juste une question de où est-ce que tu te positionnes dans la matrice. Tu n'es peut-être pas, tu n'es peut-être plus indispensable pour un client, comme Moustapha disait, qui doit t'attendre parce que tu es occupé et que son business ne roule pas. Il va aller faire prototyper quelque chose qui va lui permettre de tourner 2-3 mois. Mais au bout de 3 mois, il aura besoin de plus de maintenance. Et peut-être que là, tu vas te libérer et vous pourrez travailler ensemble. Et peut-être même toi, le travail, ce sera de l'éduquer à le faire avec ChatGPT. Donc voilà, c'est un peu un cul de cœur, quoi. Et c'est un très bon point de vue. Moi, j'ai la même vue. Je pense que beaucoup le voient comme, OK, cet outil-là, c'est fataliste, les gens vont perdre leur boulot. Pour les développeurs, sur beaucoup de ces tasks-là, je pense que c'est même l'effet contraire. Ils auront beaucoup de travail. Parce qu'il y a une grande population, en fait, qui avait le même problème que j'ai en termes de ce gap-là, entre ideation et pour aller sur la partie en termes de conception technique. Traditionnellement, la plupart, à moins que tu connais quelqu'un qui est un technicien ou un ingénieur à qui tu peux aller pour que tu aies les moyens. Donc, tu as une grande population de gens qui ont des idées, qui ont des concepts qu'ils veulent réaliser, mais n'ont jamais pu le tester parce qu'ils n'ont soit pas l'argent pour aller voir un ingénieur et lui confier le projet, ou ils n'ont pas d'outils qui leur permettent de pouvoir avancer jusqu'à une période pour aller soit chercher de l'argent, faire des levées de fonds, trouver des investissements. Aujourd'hui, je peux avoir une idée, faire un mock-up avec ChatGPT et autres, trouver, et après le mettre, le pitcher en investisseur, avoir des fonds, et après aller recruter une équipe d'ingénieurs pour le build. Donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus de volume de travail qui va venir parce que tous ces gens-là, ce gap-là va être éliminé pour eux. Et ces outils-là, ils ne pourront pas le faire end-to-end. La première version, tu peux faire des mock-ups. Tu ne peux pas faire des trucs fonctionnels avec ça. À jour, ce n'est pas possible. Donc, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Non, c'est super. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé rapidement en termes d'intégration, comment tu l'utilises. Maintenant, d'un point de vue team, en interne, tu as parlé que vous travaillez avec des outils d'intégration de l'IA. Que dirais-tu sont les plus grands défis que vous rencontrez en termes, surtout dans l'intégration de vos workflows traditionnels? La manière de travailler avant sur un workflow de développement de software. Aujourd'hui, avec ces outils-là, est-ce que en interne, par exemple, dans les entreprises, dans les projets sur lesquels ça a beaucoup changé la dynamique en termes de
collaboration, etc. Ou est-ce que c'est les mêmes approches traditionnelles qui sont plus utilisées et que les gens individuellement peut-être vont utiliser ces outils-là à leur niveau? Ouais, alors je pense que il y a un mélange de tout ça. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'en est-il du Sénégal, mais je pense que la plupart des équipes, en tout cas moi, dont je connais dans l'espace dans lequel je travaille, sont des équipes où aujourd'hui, ils sont sûrs et certains qu'il faut utiliser ces outils d'IA. Il y a un vrai avantage pour les utiliser. Moi, notre CTO, il y a peut-être même au premier jour de Copilot, et lors d'un daily, il nous en a parlé. Il a dit, OK, Copilot, franchement, moi, je pense qu'il y a une opportunité à l'utiliser. Moi, j'étais très réticent, mais lui, il a commencé à l'utiliser day one. Même si quand on fait souvent des pair programming, il passe son temps à dire fuck this, parce que pour lui, Copilot, Copilot lui donne beaucoup d'idées qui sont pas du tout ce dont il a envie de faire. Bref, oui, je pense Ouais. qu'individuellement, quand même, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à voir un développeur Uh-huh. qui est encore réticent à utiliser ChatGPT de temps en temps pour se débugger. Ce serait un même développeur qui me dirait que non, je ne vais pas utiliser Google ou bien je ne vais pas utiliser Stack Overflow. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Il faut savoir que 90 ou bien 80% du code qu'un développeur va écrire dans un projet, c'est pas son propre code. Il l'a copié sur Stack Overflow, ChatGPT, il l'a adapté, etc. Notre métier n'a jamais été Ouais. écrire du code from scratch. Ça a toujours été copier du code et l'adapter. Ça, il faut que les gens soient assez humbles pour le reconnaître. Donc, moi, je pense, j'ai pas vraiment de Ouais. chiffres, mais je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue individuel, tous les ingénieurs avec des niveaux variables utilisent ces outils-là, que ce soit Copilot, que ce soit ChatGPT, etc. Maintenant, nous, dans notre équipe spécifiquement, on n'a pas des, on n'a pas des changements de workflow massifs sur comment on va utiliser les outils d'IA dans nos propres day-to-day tasks. Mais il y a pas mal aujourd'hui de réflexions et de prototypage de comment utiliser le generative AI pour les outils que l'on développe pour ces gens-là. Parce que nous, on est une équipe, on développe des outils que d'autres gens avec des bagages, moins de bagages techniques vont devoir utiliser pour faire leur travail technique. Donc, Ouais. on développe des outils de développeurs, mais pour des développeurs moins expérimentés. C'est un peu du no-code, low-code. D'accord. Nous, maintenant, on réfléchit à comment Ouais, ouais. utiliser l'IA, l'embarquer dans notre outil pour faciliter la tâche à ces développeurs-là. Et dans ce genre de réflexion, il nous arrive à nous mettre souvent dans la peau de ces développeurs qui devraient utiliser nos outils. Comment ils voudraient utiliser ces outils-là. Mais moi, personnellement, en tant que développeur, j'ai un abonnement de $20 chez ChatGPT. J'utilise beaucoup ChatGPT. Chaque matin, pour faire mes reviews Ah de oui. code, j'ai ChatGPT à côté. J'ai même développé un outil Bash là, pour utiliser ChatGPT, tellement que j'aime ChatGPT. Ouais, Donc, tu penses. voilà. Donc, moi, quand je fais du review de code, quand il y a un développeur dans mon équipe qui me demande de faire le review de son code, je le fais plus seul. Au lieu d'aller sur Google et de dire la fonction liste là, elle permet de faire quoi, je prends la portion de code qui a attiré mon attention, je regarde et je mets le diff dans ChatGPT et je lui dis qu'est-ce que tu penses de ce diff. Il me dit je pense ceci. Je réfléchis à ce que ChatGPT m'a dit et j'interagis avec ChatGPT comme si j'avais quelqu'un à mes côtés qui m'aide de review. Encore une fois, dans l'analogie du bureau, c'est comme si j'avais Moustapha à côté que je lui dis hey, Moustapha, je suis en train de review le code de Abdullah. Et il a utilisé cette Ouais. fonction. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, en équipe, on ne travaille jamais seul. On a toujours besoin de l'idée des autres. Vu que je ne veux pas aller ping un des développeurs qui se trouve au Kenya et qui est déjà allé au lit pendant que moi je fais le review, je délègue la tâche à ChatGPT et je collabore avec ChatGPT. Donc, on a beaucoup cette utilisation. On encourage l'utilisation de ChatGPT dans les reviews. Et ça nous permet de gagner énormément. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas très bon en CSS et HTML. Il arrive parfois que quand je finis une fonctionnalité qui est orientée data, que j'attende un autre développeur qui est mieux que moi sur ces technologies pour lui passer ça, qu'il me fasse un bon bouton, etc. Maintenant, je ne fais plus ça. Quand j'ai mon futur sur lequel je D'accord. travaille, je ne dépends plus de personne. Je vais aller demander à ChatGPT de me donner le boilerplate pour faire ce bouton-là. Et moi, étant un ingénieur logiciel expérimenté, je sais exactement où manipuler pour adapter le bouton à ce que mon project manager a besoin, etc. Donc, ça m'aide à être beaucoup plus productif. Les gens maintenant dans mon équipe me disent, mais Elias, tu es très amélioré en CSS, JavaScript. Non, non, c'est pas moi, c'est l'aide de ChatGPT. Et je suis content de payer $20 chaque mois
pour être rapide, productive et gagner en productivité. Maintenant, des problèmes, il n'en manque pas. Moi, personnellement, depuis que j'ai senti que la plupart de mes collaborateurs utilisent l'IA au day-to-day, on a essentiellement, on a trois problèmes. Le premier problème, c'est la complexité. On se rend compte que avec moins de responsabilités, et chaque fois qu'on se rend compte, c'est un point hyper important. On a des guidelines dans nos process. Et il y a ces 7 guidelines, mais l'une des guidelines, c'est un guideline qui se dit be responsible of your code. Parce que on se rend compte que les gens, souvent, ils vont utiliser ChatGPT et étant paresseux, parfois ayant un peu de confiance à ce que ChatGPT leur donne. Il y a un code avec les tests, ça marche, mais ça aurait pu être beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. Et on se rend compte qu'on a notre code base, il devient de plus en plus complexe. Et c'est quand tu as un bug que tu dois débugger que tu te rends compte que cette fonction-là, elle est trop complexe. Pourquoi telle personne l'a fait comme ça? Je vais la simplifier. Et ça, c'est énormément de pertes en argent parce que c'est plus de temps de travail que la personne va passer dessus. Donc, il y a beaucoup de complexity increase qu'on rencontre dans notre équipe. Et là, je parle vraiment de notre équipe. Hein. Il y a le data dependency. Parfois, on travaille souvent sur des choses qui sont, on travaille souvent sur des choses qui sont edge case. Souvent, on a besoin, il s'est même arrivé un jour où on avait besoin de builder une fonctionnalité, mais le framework qu'on utilise n'a pas encore publié cette fonctionnalité. On a attendu 2 jours pour que le framework publie la fonctionnalité pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, tu vois, on est vraiment sur des choses edge case et souvent, ChatGPT ne les connaît pas encore. Et si tu as cette dépendance à ChatGPT, il peut arriver qu'un jour, que tu aies besoin de travailler sur une feature où ChatGPT ne peut rien faire pour toi parce que, encore une fois, on oublie, mais ChatGPT ne peut rien faire qui n'a pas encore été fait. Tout ce que ChatGPT te donne en termes de code, c'est des idées de personnes comme toi qui l'ont fait mis sur Internet quelque part. Voilà. Si tu lui donnes un edge case de quelque chose qu'il n'a pas encore fait, ou bien que seul ton équipe et toi travaillent sur ces types de problèmes-là, bah, tu n'auras pas de résultats qui sont pertinents. Et nous, aujourd'hui, on n'a que 70 adaptateurs. Avec 70 adaptateurs, on ne peut pas, c'est extrêmement peu de données pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à espérer que ChatGPT puisse lire notre code base et nous produire de nouveaux adaptateurs. On est obligé d'investir à encore créer. Donc, on a ce problème de data dependence. Et l'autre problème, c'est que ça crée un problème d'écart social. Moi, avant, je laissais souvent des messages à mon CTO ou bien à un autre pote dans la team pour lui dire « Hey, man, aujourd'hui, j'ai été bloqué sur ceci. Demain, quand tu arrives au boulot, est-ce qu'on peut avoir 30 minutes pour faire du pairing? Et comme ça, c'est l'occasion de se voir aussi et tu m'aides sur mon problème. Maintenant, si ChatGPT me résout ces problèmes de CSS, j'ai moins de temps avec mon pote Frank pour qu'on puisse s'asseoir et rigoler un peu et bosser ensemble, tu vois. Les gens minimisent un peu ça, mais cette interaction humaine, on sent que ça pose un petit souci. Mais encore une fois, je pense que avec ces technologies, il faut énormément de responsabilité. Ouais. Non, mais c'est des points extrêmement importants que tu viens de soulever en termes d'obstacles. Et en termes de stratégie, toi, qu'est-ce que tu préconiserais en tant qu'ingénieur senior, travailler avec les équipes, étant donné qu'aujourd'hui l'adoption existe et que ça va continuer, aussi bien pour les seniors que sur les juniors. Pour une organisation, par exemple, tu as parlé de la dépendance, de data dependency dans les workflows, le lack de collaboration comme à travers le pair programming, ou par exemple, c'est des opportunités pour pouvoir beaucoup plus en apprendre en termes de institutional knowledge, des gens là qui ont été dans l'organisation, qui ont travaillé sur beaucoup de problèmes au sein de cette organisation, etc., etc. En termes de stratégie, qu'est-ce que tu recommanderais de mettre en place en termes de setup, en termes d'approche pour pouvoir minimiser ces risques-là? Est-ce que tu as des recommandations dans ça, d'un point de vue stratégique? Oui, alors, c'est une question qui est très difficile parce que, comme j'ai dit, la plupart de ces choses-là relèvent de la responsabilité individuelle. Moi, je pense que nous, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on a augmenté notre process de vérification de code. Aujourd'hui, avant, quand j'écris du code, le pull request, il passe par une personne, c'est-à-dire le product manager s'il valide les fonctionnalités, parce qu'on était composé qu'une équipe de seniors, et on s'était dit, bon, écoute, on n'a pas trop l'argent
pour faire durer les pull requests dans la pipe. Il faut les merger rapidement parce qu'on veut lancer la bêta le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, vu que l'équipe grandit et qu'avant on était une équipe de 3 personnes, on se faisait hyper confiance, on savait comment les gens travaillent. Donc il y avait cette flexibilité sur la qualité du code qui est produit et que si la fonctionnalité est là, on merge. Maintenant, ce que l'on fait, c'est que le code review est devenu un élément central et on ne donne pas à chacun cette opportunité de pouvoir faire passer son code en production. Il y a des personnes clés dans la team qui sont autorisées à faire passer le code en production. Et ce sont ces personnes, en gros, qui sont chargées de vérifier la qualité du code. On a aussi des outils qu'on a cuisinés en interne qui regardent un peu, analysent un peu notre code. Bon, c'est des outils basés sur des modèles d'IA pré-entraînés qu'on a nous réentraînés pour qu'ils regardent un peu nos codes et on définit des standards de qualité et qu'on lui dit, OK, si ces standards de qualité sont atteints, tu peux flaguer ce pull request comme étant qu'il a atteint les qualités nécessaires et qu'il peut aller en production. Mais d'une manière générale, moi, je pense que déjà, il faut que les entreprises continuent d'investir dans l'utilisation de l'IA dans leur usine logicielle, d'une manière générale. OK, il faut que les entreprises investissent dans l'utilisation de l'IA dans leur usine logicielle, mais il faut que ça soit encadré. Moi, là où je me fais le plus de soucis, c'est encore une fois sur la responsabilité, surtout les développeurs juniors. Ce qui se passe avec les développeurs juniors rapidement, c'est que quand ils arrivent dans une équipe, et ça peut ne pas être uniquement junior, ça peut être sur certains types de personnalités, ils ont tellement envie de prouver que oui, ils peuvent se mettre à utiliser ces outils un peu d'une manière responsable pour finalement, parce que ce qui importe, c'est le résultat final. C'est est-ce que le bouton marche, est-ce que le formulaire marche, alors que la qualité du code n'y est pas. Donc nous, on fait beaucoup de pitch, beaucoup d'éducation à la team. On fait presque chaque mois une petite team retreat de l'équipe technique pour pitcher sur l'importance de la qualité des codes que l'on fournit. Parce que le client qui est là-bas dans une organisation qui doit sauver un enfant au Cambodge a besoin de s'assurer que le code est de qualité pour que quand il dort la nuit et qu'on déplace les données de A à B, qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas de perte. Et on fait beaucoup d'éducation, beaucoup de mentoring aux gens qui viennent d'arriver sur la responsabilité qui est attendue sur le code qu'ils écrivent, etc. Mais en termes de stratégie, moi, je pense que les entreprises doivent investir, doivent même encourager les gens à utiliser ces outils. Maintenant, doivent trouver des process pour encadrer l'utilisation, de sorte que éviter la complexité dans les codes, éviter la data dependency et éviter le social gap qu'il peut y avoir dans les équipes autour de ça. Mais oui, moi j'encourage en tout cas, moi j'aurais bien aimé que les $20 que j'ai payé à ChatGPT, que mon CEO les paye pour moi, quoi. Parce qu'au final, je suis productif pour lui. Mais bon. Il le faut. Et je pense que ça va venir avec le temps. C'est un processus qui est souvent très graduel, avec beaucoup de choses. Des fois, on va regarder les trucs, tu vois, avec disloqué, mais la réalité, c'est que ce soit sur le développement, sur beaucoup de choses, c'est des trucs qui ont été très graduels. Je me rappelle quand il y a une dizaine d'années, quand Bootstrap venait de sortir et que tous les gens, wow, au lieu de cela, taper du HTML from scratch, tu peux juste aller prendre un boilerplate de Bootstrap et après tu le mets, après tu avances. Après, on a eu les CMS. Donc, il y a toujours cette progression-là. Mais je pense en termes de stratégie, il y a tout un canevas à mettre en place parce qu'on ne peut pas arrêter l'adoption au niveau des gens, que ce soit surtout pour les nouveaux, c'est une technologie c'est avec leur monde, non pas, par exemple, contrairement par exemple à toi qui a appris le software bien avant cette technologie-là. Pour eux, ce sera complètement différent. Pour la plupart, ils vont même apprendre avec ces assistants-là. Donc, il y a tous ces mécanismes-là à mettre en place en termes de check du code, en termes d'éducation en interne. Et c'est des choses à prendre en compte d'un point de vue stratégique parce qu'ils sont extrêmement, extrêmement importants sur ce qu'il y aura à faire. All right. Une dernière question en termes de tendance aujourd'hui. Je ne veux pas dire prédiction parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, mais par rapport aujourd'hui à la manière dont les choses avancent, où est-ce que tu vois aujourd'hui cette collaboration entre l'IA et le software development, disons, OK, let's say, dans 10 ans, dans 5-10 ans, 5 ans, vu que c'est l'IA, disons 5 ans, parce que ça avance très vite.
dans 5 ans en termes de collaboration? Est-ce que tu penses que ça va largement changer ou pas vraiment alors qu'il est pas Euh, hmm, C'est une question très difficile. Moi, je suis adepte de Niels Bohr qui dit que la prédiction est très difficile, surtout si c'est pour le futur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit prédire si c'est pas le futur, mais bref, Ouais, très difficile. C'est une question très très exactement. difficile. Question très difficile. Mais moi, je pense que j'ai quand même fait un peu plus de peut-être 10 ans maintenant que j'ai commencé à apprendre l'ingénierie informatique et de toute cette expérience que j'ai eue. Moi, je pense que l'humain restera toujours au centre des choses, au centre des process, au centre des décisions. Par contre, je ne remets pas du tout en doute et je suis entièrement confiant que les modèles d'intelligence artificielle vont devenir meilleurs et meilleurs. Mais il y a un gros problème. Euh, c'est, on a eu le même truc avec la loi de Moore là, sur la capacité de Mhm. miniaturisation des processeurs, Yeah. etc. Ouais. Les gens pensaient que elle était ainsi. Aujourd'hui, on a atteint un plateau. Aujourd'hui, on est sûr et certain qu'on a atteint un plateau. Et peut-être Ouais. les meilleurs processeurs peut-être qu'on a fait jusque-là, c'est les processeurs M1, M2. Je suis même pas sûr que le M3 là, apporte quelque chose de plus spécial que le Ouais. M2. Bref, juste pour dire que dans la technologie, il y a toujours ce principe de plateau qui va arriver. Et moi, je ne pense pas que le generative AI, Mhm. en toute modestie, hein, je ne pense pas que c'est ce generative AI-là qui va nous donner le AGI tel qu'on le pense, de telle sorte qu'il y aura Devin qui sera là dans une grosse chambre Ouais. froide et on lui donne les spécifications des clients et il nous développe des applications, nous font des applications et les développeurs vont être au chômage. Non, moi, je pense que c'est plus un mix. On- Durant toute cette discussion, ce que j'ai aimé, c'est que on a toujours essayé de trouver ce mix entre les développeurs, l'ingénieur logiciel et l'IA. Comment est-ce qu'ils peuvent collaborer? Moi, je pense que cette collaboration elle sera beaucoup plus profonde. Ce qui le matérialise, c'est par exemple aujourd'hui, OpenAI, ils l'ont très bien compris, ils ont ouvert leur API et aujourd'hui, les développeurs peuvent développer des plugins pour ChatGPT. Ça, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est extrêmement important. Les Ouais. gens pensaient que ChatGPT allait être cette outil Ouais. central, mais ChatGPT maintenant, c'est plus un App Store où Ouais. tu peux mettre tes apps et que les développeurs C'est puissent clair. les utiliser. Et Exactement. ces apps-là sont vraiment orientées en use case. Moustapha qui a besoin d'un outil qui lui permet d'analyser les erreurs dans ses feuilles Excel, il y a une app qui permet de faire ça qui est basée sur du ChatGPT. Moi, je pense qu'on aura un marché beaucoup plus ouvert et c'est une opportunité unique pour les Mhm. développeurs de diversifier leurs compétences, allant de la création d'applications mobiles à la création d'applications pour les IA, telles que l'App Store de OpenAI avec ChatGPT ou bien ces outils-là. Donc, je pense que c'est d'un côté plus de collaboration, ce sont des outils extrêmement importants pour donner plus de productivité, plus de développement, plus de rapidité, et aussi moins de stress aux développeurs parce que si aujourd'hui tu as des outils qui te gèrent cette analyse prédictive sur les bugs, etc., on arrive à créer des logiciels de meilleure qualité, mais aussi tout un champ d'applications, une nouvelle industrie qui va se créer autour du prompting, autour de l'IA, autour de l'explicabilité, autour de l'amélioration, autour des RAG, par exemple. Aujourd'hui, moi, cette année, j'ai eu 3 clients qui m'ont demandé de builder des RAG sur l'API de OpenAI pour faire de telle sorte que ChatGPT va pouvoir, par exemple, comprendre des programmes de politiciens lors de l'élection présidentielle. J'ai eu pas mal à travailler avec des candidats qui m'ont demandé, oui, mon programme, je veux que quelqu'un puisse le consulter en utilisant ChatGPT. Mais ça, c'est des choses qu'aujourd'hui ChatGPT ne sait pas faire et il faut être un ingénieur logiciel pour arriver à faire ces choses-là. Donc moi, je ne vois que des opportunités, sincèrement, en 5 ans. Maintenant, on ne sait jamais avec Ouais. les choses comment ça marche. Mais je sais une chose, c'est pas en 5 ans qu'on va bousculer cette industrie. Ce n'est même pas en 10 ans que Devin va remplacer l'ingénieur logiciel d'une société. Moi, je pense que Devin va flop. Je pense que Non. la plupart de ces outils vont flop parce que justement, le trust, l'humain a énormément de difficultés à faire confiance à
même à un humain, je te parle même pas d'une machine. Si aujourd'hui, il est plus facile pour un humain de faire confiance à un singe dans son entreprise pour que le singe soit pour lui que de faire confiance à une intelligence artificielle. Moi, c'est à ça que je crois. Après, c'est assez débattable, c'est assez discutable. Mais voilà, si les choses ne prennent Non, pas mais écoute, nos boulots, je pense pas que l'IA va y faire. non, et je suis du même avis. Et je suis vraiment du même avis. Et que aujourd'hui, je pense, assez souvent, c'est comme si l'adoption ne va pas forcément se passer de la manière dont on le prévoit. Par exemple, tu as parlé du store de ChatGPT qui est très intéressant. Je me rappelle quand c'est sorti. Et j'étais dessus parce que c'est un modèle qui est très intéressant parce que c'est une plateforme. Et le truc Oh, avec les plateformes, c'est un modèle modulaire où tu as d'une part le end user here, tu as la plateforme qui émet comme ChatGPT, OpenAI, whatever, et tu as les designers, les développeurs qui vont build des tools pour bridger oh, le gap entre les end user et les use cases qu'ils veulent développer. oh, Et la plupart du temps, le end user, le problème, c'est de venir avec des use cases qu'il peut trouver valuables. Mais par oh, exemple, tu vas prendre, par exemple, je travaille dans le domaine du marketing, je vais voir que, par exemple, écrire des briefs marketing avant de commencer une campagne, c'est problématique. Je peux créer un GTP sur le store. Comme ça, pour le end user, un autre marketeur qui n'est pas au niveau de chat GTP ou comment essayer d'utiliser l'outil, pour toujours extraire de la valeur de cette même plateforme. Et ce modèle-là est oh. intéressant parce que ça permet de trouver un alignement en termes d'incentive pour tous les participants. Ex- Les, Exact. les, les développeurs ils vont build des tools que la plateforme va avoir beaucoup plus de use cases. Et les utilisateurs, ils ont un pléthore d'optionnels pour pouvoir Oh, choisir des choses. Ce qui est super. ouais. Last question, avant qu'on termine, en termes de compétences. Pour un développeur qui commence aujourd'hui, si je me laisse les Oh, côtés, aujourd'hui, je vais être un programmeur. Je vous donne sur les 5 prochaines années pour le devenir. Pour tous oh. les jeunes qui sont en train d'apprendre la programmation ou devenir un software ingénieur à l'école, compte tenu du contexte de l'IA et de tous les avancements en termes de développement, quels sont les skills que tu penses que sont les plus importants dans le contexte OK. dans lequel on est et son potentiel d'évolution? Hmm. Super important. Alors, moi, je pense que vu qu'on est dans un pays anglophone, je pense que dans un pays francophone, je pense que l'anglais, je le mettrais en premier. Uh-huh. OK? Personnellement, ça m'a réussi. Toi, ça t'a réussi. Je pense que l'anglais cause aujourd'hui énormément de problèmes à tous les jeunes que je rencontre souvent dans les écoles, mais aussi dans les entretiens. Ça fait des mois qu'on cherche à recruter au Sénégal, on n'arrive pas. On reçoit d'excellents CV, mais les jeunes, leur anglais, il n'est pas du tout bon. Et après, le problème, c'est oui, il est bon, mais comment on va faire pour communiquer avec lui, etc. C'est très compliqué. Donc, je dirais l'anglais. Les gars, si vous êtes au lycée, si vous êtes au collège, allez apprendre l'anglais. C'est plus important que les Apprendre mathématiques. l'anglais. Parce qu'avec l'anglais, ce que l'anglais va Ouais, t'offrir, c'est que tu pourras te rattraper sur tout. Si tu es bon en anglais, ouais. si tu parles l'anglais, tu sais le lire, tu sais le comprendre, et que tu as un peu de motivation, même si tu as 30 ans et que tu es enseignant quelque part, ou bien tu es vendeur de café Touba quelque part, tu peux t'acheter un petit téléphone et apprendre les maths en ligne, regarder Three Blue, One Brown Mhm. ou quelque chose et comprendre des choses hyper avancées en mathématiques. Moi, j'étais extrêmement moyen en mathématiques au lycée. Pourtant, je me suis rattrapé à l'université grâce à l'anglais parce que j'ai trouvé des vidéos extraordinaires sur YouTube qui m'ont permis tout ce que j'aurais appris en une année, de l'apprendre en une semaine peut-être avec des vidéos tutoriels. Donc, je dirais l'anglais, c'est la clé de la connaissance aujourd'hui. Maintenant, une fois que ce problème il est réglé, Mhm. je pense que cette capacité à pouvoir analyser des problèmes et à pouvoir les résoudre, c'est extrêmement difficile. À chaque fois que je le dis aux jeunes, ils ne comprennent pas. Mais je pense que c'est un ensemble de choses. C'est d'abord, c'est plus des soft skills. Moi, je dirais, c'est pouvoir être patient, c'est c'est avoir cette envie, développer cette mentalité de quand je veux quelque chose, je vais investir tout ce que j'ai en termes d'argent, de temps, de mental pour l'avoir. Il faut être très résilient dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, je dois le mentionner, Moustapha, il est devenu
extrêmement difficile de se faire une place dans la tech maintenant. Ce n'est plus comme il y a 5 ans ou 6 ans. Aujourd'hui, la tech elle recrute très difficilement. C'est Il faut être hyper c'est démarqué. compliqué. Il, il faut savoir qu'est-ce qui te différencie des autres. Moi, je ne dirais pas que c'est les maths. Je ne te dirais pas va apprendre le langage Pascal ou Python. Non. Je pense que tout ça là, si tu as les bons soft skills, tu peux le faire. Et ça, c'est assez relatif. Ça dépend du domaine dans Ouais. lequel tu dois travailler, ça dépend du secteur, ça dépend du pays, etc. Mais moi, je dirais, c'est l'anglais et un très bon mental. Et de se dire, Mhm. c'est pas facile, hein. Tout ce dont on parle là, c'est pas facile. Personnellement, j'ai commencé en Non, ça n'est pas 2013. difficile. J'ai commencé en 2013. Et Moustapha, je pense que si tu as commencé à peu près à la même année. Et jusqu'à présent, Ouais, on est là. ouais. Nous-mêmes, on a des doutes en fait. On continue d'apprendre. Moi, depuis 9 heures jusqu'à présent, j'étais en train d'apprendre. Mais je pense, ce Man, qui me je suis permet de. dans les cours de deep. Oui, oui, si, Oui, non, continue, hein. ouais. J'ai dit que moi-même, j'ai plusieurs tables qui sont ouvertes sur des cours là que je n'arrive même pas à terminer. Donc, c'est la réalité. Depuis l'année C'est dernière, compliqué. j'ai un cours sur Hein? l'informatique distribuée que je suis en train de suivre sur une plateforme là. J'arrive toujours pas à le terminer. Donc, je dis juste aux jeunes frères et sœurs, les choses sont compliquées. Les choses sont hyper compliquées. Mais moi, je leur conseille toujours, que ça soit l'IA, ChatGPT, qu'ils développent le sens de la responsabilité. Après l'anglais et tout ça, il faut développer le sens de la responsabilité, de se dire, OK, ChatGPT peut me permettre aujourd'hui de simuler des choses, mais moi, est-ce que je comprends ce que je fais? Il faut toujours retourner à la base. Il y a une tendance excuse-moi de blâmer les marketeurs sur ça, mais il y a une tendance de marketing où les gens te Non, disent non, non, non. apprendre ceci en 6 mois, faire ceci rapidement. Les gars, c'est vrai. À un certain niveau, quand tu arrives à un certain niveau d'expertise, oui, tu peux faire plein de choses en 6 mois, en une semaine. Une journée, c'est énormément de temps. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais quand on débute, il faut un peu éviter ces choses-là. Il faut prendre son rythme et il faut apprendre avec son rythme et il faut aimer apprendre. Parce qu'on est dans un monde où maintenant, les juniors auront moins et moins de chances. Parce qu'une entreprise va se dire, si moi j'ai Mustapha qui est senior engineer et que je lui dote de $20 de chat GPT, il va passer d'une productivité de 2 pull requests en une semaine à 20 pull requests en une semaine, bah, je préfère investir $20 par mois sur Mustapha que d'aller recruter un autre ingénieur junior et de lui mettre à côté de C'est Mustapha, là. sachant que avec tout le management qu'il y a autour de ça. Donc, les juniors sont hyper menacés parce que ça va être encore de plus en plus difficile de se faire une place. Heureusement, au Sénégal, peut-être qu'on n'en est pas encore à ce niveau-là. Il reste toujours des choses à faire. Il y a toujours des entreprises qui ont besoin de recruter. Le niveau n'est pas le même avec le niveau international, mais ça va arriver. Dans 5 ans, il faudra être Non, extrêmement bon pour avoir une place dans la tech. Donc, je ne sais pas si j'ai même donné un 5 ans, 5 conseil. ans, 5 ans. Ah, mais tout ça, c'est des conseils. Hein? Tout ça, c'est des Ouais, conseils et de très bons conseils. 5 ans, c'est très loin, man. C'est très loin. ouais, On est post 2020. Et par exemple, ouais. il y a tellement, c'est tellement vrai. Par exemple, l'anglais, s'il y a juste un argument à prendre, c'est que la grande majorité de la connaissance mondiale est codifiée sur cette langue. Mm, Donc, tu vas apprendre plus, va apprendre cette langue. Il n'y a il y a même pas besoin d'essayer de trouver un autre argument là-dessus. Parce que ça trouve tellement de portes en termes d'apprentissage que tu ne pouvais pas accéder. Et le mm, premier test, c'est va à ta librairie, essayer de trouver un livre sur le domaine que tu vas apprendre. Tu vas pas mm, trouver de version en français pour la grande majorité. mm, 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 Et tu vois, comme tu dis, surtout par exemple pour les juniors, l'environnement tech actuel est très, très compliqué. L'environnement qu'on appelle le post-zero, les zero interest rate, là, c'est mm, compliqué. L'autre jour, je vois par exemple sur Internet des boîtes qui commencent à dire que par exemple, le hiring est complètement changé. Par exemple, sur les dernières années, on recrutait les gens des bootcamps. Il n'y a pas besoin mm, d'avoir un master, un PhD, d'avoir une école technique pour travailler comme software engineer. Beaucoup mm, d'entreprises sont en train de retourner. Ils vont directement recruter au niveau parce que la demande était beaucoup plus forte que l'offre. mm, Donc, mm, à l'époque, pour la plupart des élèves qui sortaient des universités, ils allaient dans des grandes firmes. Sur les mm, nouvelles startups, il y avait assez d'argent. Ils avaient besoin d'une demande qui ne sortait pas de manière traditionnelle. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ça veut dire que mm, l'offre est largement supérieure à la demande. Il mm, n'y a pas d'argent.
Donc, tous les entreprises vont sur du lean, essayer de réduire les coûts, comme tu dis. Si je peux avoir quelqu'un, un mid-level ou un senior qui a une expérience très profonde, deep experience, tu lui donnes un outil comme ChatGPT, tu le multiplies sur du, I don't know, un développeur fois X10 ou X100. C'est pas la même chose que, par exemple, de prendre un junior à qui tu dois apprendre toutes ces choses-là. Donc, le marché, il est complètement difficile. Et les juniors, ça va être très compliqué. Et les gens vont demander proof of work. Avant, on demandait juste, ouais, est-ce que tu te connais un peu en Internet? Aujourd'hui, on va te demander un proof of work. Literally, what you did. What you did, what did you build? And je pense que c'est vraiment des conseils qui sont importants et que s'ils ne le font pas après, les gens, je pense que, ouais. Non, je pense que ce que tu as dit là, c'est extrêmement important, surtout sur la partie proof of work. Tu sais, moi, je suis dans une équipe assez spéciale. Je te dis, on est juste 10 ingénieurs et je suis sûr et certain que dans les stratégies de l'entreprise, on ne veut pas aller au-delà parce qu'il y a quelque chose qui a été prouvé. Ça a été prouvé qu'avec moins de 10 ingénieurs, on fait des millions de dollars par année en termes d'argent que l'entreprise fait. Pourquoi cette entreprise, et aujourd'hui, on a développé notre outil, on est en train sur la phase de le commercialiser, pourquoi cette entreprise va se mettre à recruter massivement alors que pendant 5 ans ou 6 ans, elle a prouvé que avec mes core contributors là, j'arrive à faire atteindre les objectifs financiers que je me pose chaque année. C'est une grosse question. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui fonctionnent comme ça. Et je pense que tu l'as dit. Le proof of work, il est important. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, je le redis, vu que tu l'as dit. Travaillez sur vos GitHub, les gars. Les entreprises ont besoin de quelqu'un qui a la connaissance, et cette connaissance, souvent, elle est matérialisée par un diplôme, etc. Mais l'entreprise a besoin d'être très confiant sur la personne sur laquelle ils investissent parce que le recrutement est hyper cher. Le recrutement, c'est l'une des opérations les plus chères dans le secteur privé. Et une entreprise, quand elle va décider qu'elle va recruter Mustapha, il faut qu'elle ait la certitude que Mustapha a fait sait faire le travail pour lequel je le recrute. Et le dernier point que je veux dire, ce sont les références. Les références sont hyper importantes. De nos jours, de plus en plus, les entreprises demandent des références parce qu'ils savent que les gens peuvent même avoir des proof of work basés sur du ChatGPT. Moi, aujourd'hui, il y a pas mal de... Parfois, je reste chez moi et il y a un coup de fil. C'est un gars qui m'appelle, il me dit, est-ce que tu as enseigné telle personne? Et si j'hésite même, le gars va me dire, OK, c'est bon. Ou bien il me dit, non, telle personne a mis sur son CV, tu l'as enseigné. Je me dis, ah oui, mais c'est un bon élément, il m'a ébahi, etc. C'est bon. Tu vois, ce sont des choses, des sortes d'enquêtes que les entreprises font. Donc, s'il vous plaît, les jeunes, allez garder de bonnes relations. Moi, je le dis tout le temps, be good to people. C'est aussi très important. C'est aussi important que de connaître l'anglais. C'est aussi important que d'être bon en Python. Be good to people because opportunities will come through people. Ce sont les gens qui vont vous donner des opportunités, que ça soit directement ou indirectement. Il ne s'agit pas seulement de rester chez soi et d'apprendre JavaScript avec un hoodie et de faire beaucoup de projets. Il s'agit aussi d'aller dehors, rencontrer les gens, de se faire connaître. Il s'agit d'être sur Twitter et de partager vos connaissances. C'est un mindset qu'il faut avoir. C'est un mindset. C'est plus important que les maths ou la physique ou l'informatique. C'est surtout, les gens recrutent sur un mindset. Est-ce que tu parles l'anglais? Est-ce que tu as un mindset de bosseur? Est-ce que tu as un mindset de problem solver? Yeah. Et je pense que c'est des conseils qui sont tellement importants, tu vois, qui d'apparence ont l'air, tu vois, quand on te dit, OK, ouais, faut garder les relations, ça a l'air tellement cliché, mais tellement réel. Tu travailles assez longtemps dans l'industrie, que tu te rends compte que quasiment toutes les opportunités vont venir des gens que tu connais. Et ça n'a rien à voir avec du népotisme ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, c'est le seul moyen de pouvoir garantir. Le diplôme va te donner une présomption de compétence. Que les gens vont dire, OK, maybe you know this. Maintenant, mais do you know how to work? Est-ce que tu sais travailler? Ça n'a rien à voir avec le nombre de connaissances, la connaissance que tu as accumulée pendant plusieurs années pour apprendre. Travailler en soi est ton autre skills. Est-ce que tu puisses travailler? Est-ce que tu as de bonnes expériences en travaillant avec d'autres personnes? Qu'est-ce que ces gens ont à dire par rapport à cela? Do people trust you? Est-ce qu'ils te font confiance? Like,
Et tu vas t'entendre assez rapidement que ces choses-là, en fait, ont même une primeur, en fait, sur tes hard skills. Ils ont Ouais, une primeur sur tes hard skills. c'est C'est ce les qui choses sur permet lesquelles d'évoluer. les gens vont juger. Mm. C'est ça qui C'est permet ce qui d'évoluer. permet, c'est Tu ce qui vois, permet la d'évoluer. Mm. compétence, ça va. Exactement. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont prendre ces conseils et l'appliquer parce que it's cold out there. Yeah, C'est le pire very moment pour cold. rejoindre l'industrie tech. C'est le pire moment. Euh, Ouais. non, mais c'est super. On a abordé beaucoup de questions jusque-là. Là, je pense qu'on est arrivé à la fin de la discussion. C'est une discussion très, très riche. Maintenant, si on devait, par exemple, retenir, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé en termes du contexte de l'IA, l'historique avec le software engineering, en termes d'adoption, comment on l'utilise en termes de stratégie pour pouvoir maîtriser cette adoption-là en interne, sur les conseils. S'il y a, est-ce qu'il y a, par exemple, si tu avais des points clés que tu voulais, par exemple, si quelqu'un écoute cet épisode, que ce soit ce qu'il retienne de notre discussion, quels sont ces Mm. au maximum, disons 3 points, que tu penses 3 que points. s'il y a vraiment une chose que ça, écoute, même si vous voulez oublier tout le reste, mais ça, pour le retenir, Ouais. quels seraient ces 3 points par rapport à l'IA et le développement logiciel? Alors, intéressant. Je pense que peut-être les points vont venir au fur et à mesure que je parle, mais le premier point, effectivement, c'est Ouais, de dire à tous les développeurs et tous les directeurs techniques, tous les gens qui travaillent autour de l'ingénierie logicielle, l'IA, c'est une opportunité. C'est pas une menace du tout. C'est une opportunité. En tout cas, pour les années à venir, ça reste une grosse opportunité. Et peut-être même nous, les ingénieurs logiciels, nous, les équipes tech, on a plus à en bénéficier que les autres. Parce que toutes nos souffrances semblent être résolu en certaines hauteurs par l'IA, que ce soit la collecte de l'information pour pouvoir travailler, la productivité, que ce soit l'automatisation des tâches qui sont routinières, que ce soit les analyses prédictives dont on a parlé tout à l'heure, etc., etc. Donc l'IA, c'est comme si ça nous transforme en des tireurs d'élite, quoi. On a un outil, on n'a pas peut-être besoin de les utiliser tout le temps, on les range dans notre armoire, mais quand on est vraiment bloqué, quand on a vraiment besoin de rapidité, etc., il faut savoir que l'IA est là. L'autre point que je veux donner, c'est éviter le hype d'une manière générale. On a vu le CEO de NVIDIA, là, qui a lancé une phrase assez commerciale. Ce gars, il n'est pas bête. Hein. Si les gens pensent que le CEO de Nvidia, il est bête, c'est qu'ils sont vraiment bêtes. Le CEO de quand Nvidia, même, quand même. il est hyper smart. Ça, il n'y a même pas besoin de le Oh, dire. il est hyper S'il bon. a- il est hyper bon. Exact. S'il dit que les développeurs sont morts, faut plus apprendre le développement, c'est juste des phrases commerciales, c'est juste pour la bourse, c'est autre chose. C'est pas ce qu'il dit C'est réellement. son, et c'est Et voilà, c'est son, son rôle de dire ça. Et c'est son business. C'est-à-dire que Exactement. c'est son incentive. Il a besoin que Exactement. les gens achètent ses produits. Donc, c'est son Exactement. business, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, je pense que de plus en plus, les gens ont tendance à écouter ces phrases, à voir une vidéo de 2 minutes 30 de Sora ou de Devin et de se faire une opinion. Et de se dire, non, mais nous, on est morts. Ou bien un pote va te dire, non, mais tu vois, t'es développeur là. Toi, t'es foutu, toi, tu vois. Ouais. Faut éviter le hype. Faut vraiment savoir que, déjà, même si c'était vrai, le temps d'adoption de ces outils, ça prend énormément de temps. Déjà, ne serait-ce que ça peut te donner encore quelques années pour, même si tu dois changer d'industrie, quelques années pour te préparer pour changer d'industrie. Si nous tous, on doit aller devenir agriculteurs, ça nous donne un peu de temps pour se préparer. Mais ça, je dis, même si c'était vrai, alors que ce n'est pas le cas, c'est plus des opportunités de collaboration qu'il y a que en fait de remplacement ou bien de choses qui ne sont pas assez cool à entendre. Donc, éviter le hype. Et ça va aussi vers les jeunes. Ce qui me permet peut-être de transitionner au troisième point, c'est les jeunes qui veulent apprendre ces technologies-là ou bien qui sont déjà à leur début dans ces technologies. Les choses sont en train de changer. Et ça, c'est les jeunes et les mentors à la fois. Les mentors de grâce, évitez de calquer votre parcours au parcours que les jeunes doivent prendre. C'est très difficile. Quand tu dois mentorer quelqu'un, c'est très difficile. Souvent, tu sais,
Nos parents, ils faisaient pas, ils disaient, non, quand tu pars à l'école, il faut que ça soit difficile, il faut faire ceci. Alors qu'ils n'avaient pas Internet. Nous avons C'est ça. Internet. Voilà, ces jeunes-là aussi ont ChatGPT. Il ne faut pas les imposer à aller faire des choses que nous, on faisait parce que juste on n'avait pas ChatGPT. Par exemple, ça ne fait plus de sens de les dire, il Mais, ne faut pas aller sur ChatGPT, il faut aller sur Stack Overflow, par exemple. Ça ne fait pas de sens. Donc, que les jeunes et les il mentors y a 10 ans, collaborent. Ouais, vas-y. Oui, non, sorry. Je voulais juste dire que, par exemple, si on retournait 12 ans en avant et qu'on disait tous les deux à nos parents qu'on allait travailler dans le domaine de la technique, c'est même pas... Parce que tu vois, on va les dire ou de quoi que ce soit. Donc, c'est très important. Il faut éviter de calquer nos expériences parce que c'est des contextes et Exact. des générations différentes. Exact. Donc, moi, je demande aux jeunes, juste pour finir, je demande aux jeunes d'être plus responsables, de savoir que c'est à la fois une opportunité, mais aussi ce sont des menaces. Parce que si aujourd'hui, tu ne sais pas bien utiliser ChatGPT, ça devient plus un problème qu'une opportunité pour toi. Si tu as un exercice à faire, par exemple, juste un exemple bidon, et que tu le délègues à ChatGPT, et que tu envoies ça à ton prof, et que tu bernes ton prof, et que ton prof te donne 18, man, tu es juste en train, les 18 là ne coûtent rien au prof, tu es en train de te créer toi-même des problèmes dans le futur, tu es en train de perdre des opportunités pour apprendre les bases. Moi, aujourd'hui, ChatGPT me permet d'être tout le temps prêt. Quand je sais que dans 3 mois, dans notre entreprise, on doit utiliser une structure de données que je ne connaissais pas parce qu'il y a une feature qui arrive, je vais aller des semaines à l'avance, l'apprendre sur ChatGPT, faire un petit projet et être prêt. Je pense que les jeunes aussi doivent faire pareil. Dès que tu reçois ton programme à l'université, bah, va le mettre dans ChatGPT et un peu des idées de ressources qu'il faut aller voir. Prépare-toi. Et je ne parle même pas de ChatGPT, mais YouTube, Google, tout Internet n'est que YouTube, opportunité. Mais il faut développer le sens de la responsabilité. Il faut vraiment savoir que ça, c'est du sérieux. Les gars, on parle d'un domaine qui te paye à hauteur de 3 millions de francs CFA par mois, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout si tu es bon dans ton exactement. domaine. Donc, pourquoi tu vas Avec prendre des ça bénéfices. avec des bénéfices? Pourquoi, en restant chez toi, tu te lèves de la chambre avec ton caleçon et tu es devant ta machine et tu fais 3 millions, 3 millions de francs CFA par mois? Au Sénégal, quand même. Au Sénégal, man. Pourquoi tu vas pas prendre ça au sérieux? Pour moi, c'est pas être smart, en fait. Donc, les jeunes, il faut qu'ils développent ce sens de responsabilité et de savoir que ça, ce n'est qu'opportunité et qu'ils l'utilisent à bon escient. Donc voilà, je ne veux pas tirer en longueur, mon pote, mais voilà, c'est ce Non, que je voulais dire. Ouais. Non, c'est super. Je pense qu'on on a parlé quasiment. Ça va bientôt faire 2 heures qu'on parle d'IA et tout. Et c'était super. Je pense il y a tellement d'insights qu'on va devoir après unpack pour chacun de ces trucs. Mais j'espère vraiment que ce soit les tips là, ces points de vue là, ces points de vue là qui viennent du pochon d'experts, du pochon où tu as eu beaucoup d'expérience, tu as travaillé avant ces outils, tu as travaillé pendant que ces outils-là existent. Donc, ça te donne une perspective qui est très, très intéressante, je pense, qui est très, très importante. Et je pense vraiment que les gens puissent en prendre en compte, aussi bien pour les juniors, pour les conseils que tu as donnés, mais aussi pour les mid-level, pour les seniors. Aujourd'hui, on est tous au niveau de ce hype-là, IA, n'importe quel projet, tout le monde veut intégrer de l'IA, même nous les marketeurs, c'est pareil, je vais rejoindre une banque, ok, on va intégrer l'IA, comment on le fait? Hein? Je pense vraiment qu'ils vont écouter toute cette connaissance, tous ces insights que tu as partagés, qu'ils puissent vraiment en tirer quelque chose de positif. Donc, merci énormément à toi. J'en profite pour lancer un appel. Venez rejoindre Galsen AI. Il y a des gens comme Elias, c'est l'un des fondateurs de Galsen AI. Et il y a plein de gens comme lui là-bas. Et il y a des gens comme moi qui ne savent rien, mais on est là-bas. Donc, faut venir rejoindre les communautés. Et je pense que ça aide beaucoup en termes d'apprentissage. Tu vois, ça aide beaucoup en termes d'apprentissage. Ça permet vraiment de briser ces aperçus-là. Si Elias aujourd'hui, qui est un développeur depuis des années, qui travaille dans l'IA, qui est cofondé l'une des plus grandes organisations en IA au Sénégal, tu dis, OK, voici ce que je pense de l'IA, voici comment on l'utilise, voici comment. Je pense que c'est vraiment un avis à prendre. Donc, venez rejoindre, venez travailler avec l'équipe. Ouais. Permets-moi juste de placer un mot sur ça, c'est que moi, j'ai jamais fait
l'IA à l'université. Je pense que toi aussi, Moustapha, peut-être que tu n'as jamais fait la tech à l'université. En tout cas, YouTube. on est là YouTube. aujourd'hui. Moi, j'ai jamais fait l'IA à l'université. La plupart des opportunités en IA, je dirais même la plupart, c'est toutes les opportunités que j'ai eues, c'est grâce à Galsen AI, c'est grâce à YouTube. Encore une fois, c'est grâce aux gens, comme je dis. C'est ça, je tiens à le dire. Donc, les gars, rejoignez ces communautés-là. Si l'IA ne t'intéresse pas et que c'est la blockchain qui t'intéresse, va trouver une communauté dans la blockchain et rejoindre la communauté. Mais Galsen AI est là, c'est une très grande communauté. Des gens comme Mustapha, comme Dergen, comme Aimero, comme toutes ces personnes, je peux pas tous les citer. Et aussi, il y a des femmes, il y a des filles, Galsen AI, c'est une communauté. Moi, de loin, franchement, je suis trop fier de voir tout ce qui se passe. Les collaborations avec Sénégal Numérique et d'autres collaborations qui vont venir. Donc, les jeunes, c'est le moment d'aller vous rapprocher de Mustapha et de tous ces teams pour rejoindre cette initiative-là. Actuellement, Dergen, Mustapha et tous ces gens-là sont en train de faire un travail exceptionnel actuellement, mais bientôt, ils auront besoin d'autres personnes pour prendre la relève. Moi, j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre de la communauté prendre bientôt la place de Dergen et la place de Mustapha pour que Mustapha et Dergen passent à autre chose parce que Exact. c'est aussi énormément de travail. Mais il faut que ça continue. Et dans le Sénégal, je pense que Mustapha, tu peux le dire, mais on va organiser Indaba cette année. Donc, c'est le moment d'aller Ah rejoindre ouais, Galsen pour ça avoir veut dire que l'opportunité de participer à Indaba. premier, exactement, et c'est organisé à Dakar, c'est chez nous. Donc, Ouais. je pense que c'est vraiment une très belle opportunité. Et comme je dis, pour tous ceux qui se pensent, OK, ouais, il parle de l'IA, c'est technique. Hey, je suis là, je ne suis pas technicien. So, venez rejoindre. Il y a tout le monde dans la communauté. C'est pas vraiment important, je suis un ingénieur, je suis un marketeur ou quoi. Mais je pense que c'est une technologie qui est transformatrice, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas. Et que Bon. l'idée, c'est de pouvoir en bénéficier. L'avantage, on a des gens comme Elias, on a toute la communauté qui sont extrêmement généreux. Là, on est un samedi, pendant 2 heures de temps, on parle d'IA, Elias partage son expérience dessus. Donc, venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Elias. C'était vraiment super épisode. Ah, mais c'est toujours un plaisir de parler avec toi. C'est pas nouveau, mais Je c'était vraiment un t'attends à Sali plaisir. pour, je t'attends à Sali pour un cocktail, Ah, man. t'inquiète. Yeah. Yeah, t'inquiète, j'y serai dans quelques jours. Dans quelques jours. Ok, Semaine prochaine. Cette semaine, je serai, Inch'Allah. cool. Donc, merci énormément pour ta générosité dans le partage qui est toujours constant. Merci pour tout ce que tu fais pour l'écosystème. Et j'espère à un moment que cette session-là sera utile à la communauté, que des gens ça pourra servir pour demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va pousser certains à faire des choses. Et Inch'Allah, que nous tous, par rapport à ce qu'on essaie de faire, qu'on puisse avancer. So, Merci à toi, mon Merci. ami, pour l'invitation. Merci beaucoup et félicitations pour cette initiative. J'espère vraiment que ça sera à l'image du podcast de, comment il s'appelle encore, le gars là, le gars qui était prof de deep Qui ça? learning là, à MIT. Ah, comment j'ai fait pour oublier son nom? Le Ah gros oui! podcast. J'ai oublié son. T'as oublié Pourtant, son nom, toi? comment j'ai oublié. Ok, it's Et fine, it's pourtant, fine, it's il y en fine. a. Oh my God. Ouais, de toute façon, j'espère que ça va Oh dépasser my tous ces God. podcasts-là et qu'on aura des gens Ouais. de très... Et j'espère surtout que lors du Indaba, il y aura la chance d'interviewer des gens tels que le responsable de l'IA à Apple. Il sera au Sénégal. J'ai vu qu'il sera à Dakar. J'espère. Il faut en profiter pour l'interviewer. J'espère. Ouais. Merci en tout cas, Inch'Allah, Moustapha, pour écoute, cette invitation. ce sera avec Je suis plaisir. vraiment content. Ouais. Merci. Merci énormément à toi et à très bientôt. Comme tu as dit, on travaille sur l'épaule des gens. Vous êtes venu avec Yeah. Gassénéa, vous avez mis en place la communauté. I'm just like trying to do little thing on top. Yeah. So, thanks to you, man. Thank you so much. Jeff, thank you, big man. Jeff.